Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour ou bonsoir. Bonjour et bonsoir et bienvenue à ma présentation sur l'endettement de notre pays, le Cameroun, à la lumière de l'article de Jeune Afrique qui a sorti un tableau qui à lui seul résume la problématique de l'endettement extérieur du Cameroun. Un endettement qui en ce moment préoccupe les bailleurs de fonds internationaux. Nous avons choisi de faire une présentation pour en parler. Je m'excuse si la présentation démarre aussi un peu tard. C'est parce que je t'ai tenu par d'autres obligations. Bonjour Stevie Sam. Bonjour cher frère. Je compte sur toi pour m'aider à partager le direct. Oh mince, attends un peu là. Oh, pourquoi il me fait ça? Bon, m'aider à partager le direct. Parce qu'en plus, il me rend pas la tâche facile. Voilà. Donc, aidez-moi à partager le direct. Comme ça peut me permettre d'aller vite et de vous expliquer beaucoup de choses. Vraiment. Voilà. Si vous m'aidez à partager. Bonjour, Bertrand Eric. Donc, on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir et il ne faut pas que la présentation là fasse 4 heures de temps. Il faudra que ce soit une présentation brève. Voilà. Ce sera une présentation vraiment détaillée et on va s'appuyer sur ce tableau-là. Ce tableau-là qui est apparu dans Jeune Afrique. Je le mets là pour que les gens voient bien. Je pense qu'il apparaît à l'écran là et que les gens peuvent voir. Voilà, j'ai pas Zoom StreamYard, mais ça va pas tarder. Donc, je mets le tableau là pour que les gens le voient bien. Voilà, ce tableau-là, je vais l'expliquer un peu. C'est un tableau qui résume le service de la dette. Non, je mets là. C'est un tableau qui résume le service de la dette. Le service de la dette, c'est le montant qu'un pays doit dépenser chaque année dans ses recettes budgétaires. Je vais être très pédagogique ce soir. Soyez patients. Je vais expliquer beaucoup de choses pour que les Camerounais comprennent. Ce sera un live pédagogique parce que c'est en expliquant. Mais je montre déjà le tableau là qui résume le service de la dette. Et j'explique ce que c'est que le service de la dette. Le service de la dette, c'est le montant total que le Cameroun, il s'agit, ici là les pays, c'est le Bénin, le Cameroun, le Congo, la RDC, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Voilà. Donc, ils ont prélevé un échantillon parmi les pays dans la base de données de la Banque mondiale. Ici, au bout, c'est le Bénin. Tout au bout, là, c'est le Bénin, le petit pays, là. Ici, là, c'est le Bénin. À côté, c'est le Cameroun. Le plus grand montant de dette extérieure. Je te rappelle dans quelques instants. Je te rappelle dans une heure. Donc, ici, c'est le Cameroun à côté. Là, c'est le Congo au milieu. Le Congo, Brazzaville. À côté, c'est la RDC, là. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Le pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. À côté, c'est la Guinée, là. La Guinée. Le Mali, ici. Le grand pays, là, c'est le Sénégal. Et voilà, c'est le Sénégal. Donc, ça, c'est un tableau qui est paru dans Jeune Afrique. J'ai partagé sur mon mur, Élysée Yonta, vous pouvez le voir, la totalité de l'article de Jeune Afrique, le contenu total de l'article de Jeune Afrique, et vous pouvez voir le contenu total de l'article de Jeune Afrique. Et l'article de Jeune Afrique résume la préoccupation des bailleurs de fonds en ce moment qui, à la suite du Covid, se disent est-ce que c'est possible que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Bénin, la RDC, le Congo, la Guinée puissent payer, rembourser leurs dettes, autrement dit la dette extérieure. Donc, on va pas mal travailler, je vais vous expliquer les concepts, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Bon, avant de venir à l'explication du tableau, parce que une fois qu'on a bien expliqué ça, après on peut comprendre le tableau et je vais vous expliquer comment on déchiffre le tableau parce que j'ai notamment vu une sortie de Charles Élie Zanzan qui m'a fait pleurer quoi. C'est-à-dire que
ce n'est vraiment pas du niveau de la classe de troisième, ce qu'il a écrit là sur les réseaux sociaux. Je pense qu'un sujet comme ça est un sujet sérieux pour que les gens puissent dire ou écrire n'importe quoi. Premièrement, est-ce qu'un État doit s'endetter? La réponse est oui. Tous les États du monde s'endettent parce que s'il faut attendre d'encaisser les recettes fiscales avant de pouvoir faire face aux dépenses ou bien d'investir, ça risque d'apprendre énormément du temps. Et pour éviter cela, les États s'endettent, par exemple, pour réaliser des infrastructures. Et ces infrastructures créent un effet multiplicateur sur l'économie. Ça veut dire génère la croissance économique, donc augmente les recettes fiscales. Ça permet à l'État à la fois de rembourser et d'avoir plus de recettes. Je prends un exemple. Si l'État du Cameroun avait conçu un port pour accompagner la création du yard pétrolier de Limbe que Fondindan voulait mettre en place, et non pas l'éléphant blanc qui sont allés construire à Kribi là, avec les Joseph Ouna qui pensaient qu'il suffit qu'on mette un port pour que l'activité tombe du ciel. Mais s'ils avaient conçu un port à Limbe pour accompagner le yard pétrolier, le port à Limbe, le yard pétrolier, c'était pratiquement 2 milliards, 2 milliards et demi de dollars à 3 milliards de dollars, c'est-à-dire 1500 milliards de chiffre d'affaires possible entre les réparations des plateformes pétrolières, entre les constructions de bateaux, etc. Et sur le port le yard pétrolier de Limbe, la zone industrielle aurait déclenché au moins le démarrage de la zone industrielle de Hombe et le démarrage de la zone industrielle qui se trouvait dans l'enceinte du port de Limbe. Et peut-être même la Sonara serait toujours en place. Donc, ça aurait créé un effet, d'après certaines études, de près de 5 000 milliards sur l'économie. L'État, en prélevant 20% de taxes, ça ferait 1 000 milliards, qui est pratiquement le quart des recettes fiscales de l'État du Cameroun. Donc, vu sur ce point-là, s'il faut que l'État du Cameroun s'endette de 1 000 milliards pour que ces projets sortent de terre et génère 5 000 milliards dans lesquels l'État va prendre 1 000 milliards, donc pour payer le prêt qu'il a pris peut-être en 5 ans et commencer à augmenter les recettes budgétaires de l'État, il y a toutes les raisons que l'État s'endette. Deuxième chose, supposons Douala Yaoundé, à l'époque il n'y avait pas d'axe lourd. Il fallait peut-être 2 jours pour partir de Douala arriver à Yaoundé. Vous imaginez le retard en termes de transport des personnes, des marchandises, le coût du transport des personnes et des marchandises. À partir du moment où l'État s'endette pour construire l'autoroute, mais ils ont bien plutôt construit un axe lourd. Construire l'axe lourd Douala Yaoundé, ça permet qu'en une journée, un bus puisse aller à Yaoundé, aller 6 heures de temps, retour 6 heures, départ encore 6 heures. Donc il y a 3 allers-retours entre Douala et Yaoundé. Donc ça permet de transporter plus de personnes, le coût des prestations baisse, donc ça augmente le pouvoir d'achat des populations, et ce que l'État prélève en termes de carburant, en termes d'impôts sur la société des entreprises qui font de l'interurbain, qui font du transfert de marchandises, les droits de paysage, etc., permettent à l'État du Cameroun sur 1-2 ans d'amortir cet investissement. Donc, les États s'endettent, c'est normal, c'est dans le cours des choses, c'est en termes de gestion des finances publiques dans la modernité, il est tout à fait normal que les États s'endettent. Maintenant, c'est quoi l'endettement d'un État? L'endettement d'un État, c'est l'action qui consiste pour un État à emprunter de l'argent, à emprunter, parce que prêter, ça veut dire que je donne à quelqu'un. Emprunter, ça veut dire que je reçois de quelqu'un avec la promesse de le rembourser. Prêter, ça veut dire que je donne à quelqu'un et il va me rembourser. Donc, l'État du Cameroun emprunte de l'argent, emprunte de l'argent. Les emprunts de l'État du Cameroun peuvent être de diverses natures. Voilà. Pour que les gens comprennent bien comment est-ce que l'État s'endette, je reviens encore au tableau de Jeune Afrique qui va nous permettre de comprendre un peu les différents outils que l'État utilise pour s'endetter. Bon, quand j'agrandis un peu là, vous allez voir ici on dit service de la dette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le service de la dette, vous voyez bien là, service de la dette pour l'année 2021. Désolé un peu, hein, c'est petit, mais on va faire ça comme ça. C'est laborieux. Quand j'aurai zoom, ce sera plus pareil. Mais le tableau là, il est sur mon mur là. Service de la dette pour l'année 2021. Le service de la dette, c'est la quotité. Comme on dit encore, la quotité ou la... On ne dit pas la quantité, mais on dit la quotité. C'est-à-dire que la proportion d'argent en volume ou en valeur
des recettes budgétaires qu'on va utiliser pour rembourser nos créanciers, les gens qui nous ont emprunté de l'argent. Voilà. Donc, pour connaître les outils que l'État utilise pour s'endetter, il faut connaître qui emprunte l'argent à l'État. Et dans le cas de, par exemple, des pays comme le Cameroun, on va voir là que ici on a les prêts multilatéraux, ici en haut, prêts multilatéraux, on a la Chine. Ensuite, on a l'Arabie Saoudite, on a la France. Ensuite, on a le Japon, on a la Turquie. Ensuite, on a les États-Unis et on a l'Inde. Enfin, on a autres détenteurs et on a détenteurs d'obligations. Voilà comment les gens, les principaux bailleurs de fonds, quoique c'est encore discutable parce qu'il faut aller encore en profondeur de la finance pour comprendre beaucoup de choses parce que le tableau là, il ne dit pas beaucoup, il ne dit pas grand chose en fait. Il dit certaines choses, mais il ne dit pas tout. Donc, il ne dit pas tout. Bon, mais bon, je vais essayer de décrypter un peu pour que vous puissiez comprendre. Les prêts multilatéraux. Ici, dans le tableau, il y a deux catégories. Il y a d'abord, on peut classer ça en deux catégories. Les prêts multilatéraux, les prêts bilatéraux, en trois catégories, et les prêts sur les marchés financiers. Les prêts directs. Ça veut dire que vous avez ici, on a mis prêts multilatéraux. Prêts multilatéraux, c'est un prêt que le Cameroun contracte auprès des organisations financières multilatérales. Multilatéral, ça veut dire que c'est une société financière internationale dont plusieurs États sont actionnaires. Par exemple, l'argent que l'État du Cameroun contacte auprès de la Banque mondiale, contacte auprès du FMI, contacte auprès de la Banque européenne d'investissement, contacte auprès de la Banque africaine de développement, contacte auprès de la Banque de développement de l'Afrique centrale, la BDAC. Donc, tous ces prêts, on appelle ça dans le jargon de la finance des prêts multilatéraux. Parce que c'est de l'argent que nous empruntons à des organisations multilatérales. Ça veut dire que c'est des organisations où plusieurs pays sont actionnaires. Le Cameroun même est actionnaire à la Banque mondiale. Le Cameroun même est actionnaire au FMI. Et je rappelle que même la Chine emprunte de l'argent. Alors, il y a quelqu'un qui l'autre jour s'est ému du fait que j'ai dit que la Chine empruntait l'argent à la Banque mondiale. Oui, la Chine aussi emprunte l'argent à la Banque mondiale. Elle prête de l'argent à la Banque mondiale, mais elle emprunte aussi à la Banque mondiale. C'est un peu compliqué. Il faudrait un autre live, un autre jour pour que je vous explique les enjeux, etc., comment ça marche, ce qui se cache derrière. C'est très technique et c'est très complexe. Bon, ça fait intervenir beaucoup de la finance à un certain niveau. Mais les institutions multilatérales, c'est le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les fonds FAGAS, les fonds Gari, la Banque de développement, la Banque de développement des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, les Afreximbank, tout ça, ce sont des institutions multilatérales. Ça veut dire que c'est des institutions où plusieurs pays sont actionnaires. Ça, c'est les prêts multilatéraux. Maintenant, vous avez les prêts bilatéraux. Je reviens encore à mon tableau là. Quand vous allez voir ici, on vous dit la Chine, voilà la Chine, l'Arabie Saoudite et la France là, le Japon et la Turquie, les États-Unis, l'Inde, etc. Donc, ces États-là, comme vous pouvez le constater, la Chine, l'Arabie Saoudite, la France, le Japon, la Turquie, les États-Unis, l'Inde, c'est des prêts bilatéraux, plusieurs, multilatéraux, donc plusieurs pays se mettent ensemble et regroupent l'argent pour prêter. Donc, comme on dit en bafan, c'est qu'on regroupe l'argent avant de donner à quelqu'un. Bilatéraux, c'est d'un État à un autre, deux États. C'est-à-dire que ce que la Chine donne au Cameroun, c'est un prêt bilatéral. Le Cameroun et les négociations ont lieu entre le Cameroun et la Chine. Par exemple, un prêt, le Cameroun peut vouloir emprunter l'argent à la Banque mondiale. Si les États-Unis sont concernés à l'administration de la Banque mondiale et sont un des plus grands actionnaires et pouvoirs de capitaux, ils peuvent s'y opposer. Voilà. Et par contre, dans un prêt bilatéral, si les États-Unis veulent prêter de l'argent au Cameroun, la Chine n'a aucun moyen de s'imposer et inversement. Donc, parce que c'est des prêts bilatéraux entre deux parties, le Cameroun et la Chine, le Cameroun et l'Amérique, le Cameroun et la France, le Cameroun et l'Allemagne, etc., etc., le Cameroun, etc., etc., etc. Donc, il y a les prêts bilatéraux, il y a les prêts multilatéraux. Donc, vous voyez ça ici, là. Vous voyez ça, là.
Ensuite, dans le même tableau, maintenant, vous avez détenteur d'obligations. Détenteur d'obligations. Détenteur d'obligations, c'est là. C'est ce tableau-là. Détenteur d'obligations, vous pouvez voir. C'est très important. Détenteur d'obligations, ici, là, c'est relié à tout ce qu'on appelle emprunt obligataire. En l'occurrence, les eurobonds. Je vais vous expliquer ce que c'est que les eurobonds. Les eurobonds, ça ne veut pas dire que c'est les bonds, d'abord, c'est les obligations. Les obligations, c'est que quand vous voulez emprunter l'argent, vous pouvez emprunter l'argent en allant prendre un crédit à la banque, en allant prendre un découvert bancaire, en allant prendre un crédit classique. Vous pouvez emprunter de l'argent aussi en émettant ce qu'on appelle une note. Ça veut dire que c'est un papier, ça veut dire que quelqu'un vous remet la dette, vous lui remettez une promesse de paiement qu'on appelle une note. Quand c'est à moins d'1 an, voire à moins de 2 ans parfois, c'est considéré comme une note. Mais quand c'est au-delà de 2 ans, c'est considéré comme une obligation. Ça s'appelle une obligation. Et une obligation, donc, c'est un emprunt obligataire, donc c'est un emprunt où l'État émet une promesse de paiement et en contrepartie reçoit des dépôts des personnes dont père promet de payer les intérêts chaque année et à la fin, donc à échéance, on dit dans le jargon à maturité, l'État s'engage à payer le principal. En d'autres termes, ça veut dire que si l'État camerounais dit voilà, j'ai besoin de 10 milliards, par exemple, 10 milliards pour construire une usine de traitement d'eau, elle va sur la bourse de Douala. Les 10 milliards, elle dit, voilà, les 10 milliards, c'est par coupon de 1 million de francs. Le nominal de chaque obligation, c'est 1 million de francs, le coupon, 1 million de francs. Donc, si vous payez 10 millions, vous aurez 10 coupons. Si vous payez 100 millions, vous aurez 100 coupons. Donc, si c'est 10 milliards, il y aura 10 000 coupons. Donc, les gens souscrivent. Ça veut dire que quelqu'un dit, voilà, moi, je veux 100 coupons. L'autre dit, je veux 10, je veux. Et quand ça atteint 10 000 coupons, les souscripteurs souscrivent. Généralement, c'est un peu plus de 10 000, peut-être 12, 13, 15 000 coupons maintenant. Les banques disent, bon, voilà, vous venez déposer l'argent, on vous remet les coupons. Vous venez déposer l'argent, on vous remet les coupons. Vous venez déposer l'argent, on vous remet les coupons. Le coupon que vous avez en main, le document facial là que vous avez en main, c'est une promesse de payer à échéance. L'État dit, bon, voilà, dans 5 ans, vous avez pris 10 milliards, dans 5 ans, je vais vous rembourser l'argent des 10 milliards que vous m'avez emprunté. Donc, si vous avez par exemple l'État emprunté en 2015, comme c'est le cas des eurobonds du Cameroun, de 2015 à, si c'était 2015, par exemple, les eurobonds du Cameroun, c'est à 2025. De 2015 à 2025, si c'est 10 milliards à 5%, on va calculer 5%, ça fait, je pense, ça doit faire 500 millions de francs. Donc, tous les ans, mais c'est 2 fois par an, l'État du Cameroun verse 250 millions chaque semestre. Ça veut dire après 6 mois, il verse 250 millions. Après 6 mois, il verse encore 250 millions comme intérêt débiteur chez les gens qui ont emprunté l'argent. Et il va verser comme ça pendant 10 ans. Et à la fin des 10 ans, la dernière année, l'État va rembourser ce qu'on appelle le principal. Ça veut dire les 10 milliards de francs. Voilà comment ça marche un emprunt obligataire. Maintenant, ça c'est pour l'obligation. Ça, maintenant, je vous ai expliqué le principe de l'emprunt obligation. L'obligation, c'est le papier qu'on vous donne. L'emprunt obligataire, c'est le processus, voilà, qui va de l'émission de titres de promesse de paiement et le paiement, etc., jusqu'à la liquidation de l'emprunt, jusqu'à l'extinction de l'emprunt. Maintenant, on parle ici d'eurobonds. Les eurobonds, ce sont d'abord, bond ici c'est en anglais, hein, obligation. Obligation en français, bond en anglais. Bond en anglais veut dire eurobond parce que ça ne veut pas dire que c'est des bons en euros. Eurobond, ça veut dire que c'est une obligation qui a été souscrite sur une place de marché, mais dans une devise étrangère. Je prends un exemple. Si l'Afrique du Sud estime que le Cameroun a beaucoup de rentes sud-africaines, par exemple, parce qu'il exporte beaucoup le café camerounais et que la Banque centrale du Cameroun a des réserves de rente. La Banque centrale du Cameroun a des réserves de rente d'un montant de 100 milliards de francs. L'Afrique du Sud veut emprunter 50 milliards en rente. Le rente, c'est la monnaie de l'Afrique du Sud. Mais si l'Afrique du Sud vient monter l'opération d'emprunt à la Douala Stock Exchange,
bien qu'elle a emprunté en rente, comme le rand n'est pas la monnaie du Cameroun, et qu'elle a emprunté dans sa devise à elle le rand, mais sur la place de Douala, on parle d'un eurobond, parce que le rand n'est pas la monnaie du Cameroun. De la même manière, dans le cadre de l'eurobond du Cameroun, le gouvernement camerounais allait emprunter en dollars à Londres, à la City à Londres. Londres, ce n'est pas Londres, c'est en Angleterre, et la monnaie de l'Angleterre, c'est la livre anglaise. La livre anglaise n'est pas, le dollar n'est pas la monnaie de l'Angleterre, le dollar est la monnaie des États-Unis. Mais le gouvernement peut lever l'argent en dollars à la City à Londres. À partir de ce moment, on parle d'eurobond. Donc, vous voyez que on peut lever un eurobond. L'Afrique du Sud peut lever un eurobond en rand, en Douala. Le Nigeria peut lever un eurobond en naira à Douala. De la même manière, le Cameroun peut lever un eurobond en dollars à Londres ou à Paris ou à Francfort. Donc, c'est pour que les gens comprennent très bien parce que il y a des stocks de dollars à Londres, à la City, il y a des stocks à Shanghai, il y a des stocks un peu partout. C'est le gouvernement camerounais, le ministre des Finances, Motazé, en l'occurrence, à l'époque, c'était Ousmane May, qui apprécie et dit, bon voilà, où est-ce que nous voulons aller lever nos emprunts en dollars? S'il lève aux États-Unis, ce n'est plus un eurobond, parce que le dollar est la monnaie américaine. Mais s'il lève hors des États-Unis, dans un pays qui n'utilise pas le dollar comme monnaie officielle, ça s'appelle un eurobond. Ça, c'est très important, parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'à ce niveau-ci, j'ai assez expliqué les concepts, je pense. J'ai expliqué ce que c'est que l'endettement, la nécessité de s'endetter. J'ai expliqué ce que c'est que les prêts bilatéraux. J'ai expliqué ce que c'est que les prêts multilatéraux. J'ai expliqué ce que les eurobonds. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans que je n'ai pas expliqué. Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué là? Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué? Bon, autre là, autre c'est d'autres prêts. Je sais pas, c'est autre, je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, autre, donc je peux pas trop aller là-dedans, non, je sais pas. Bon, voilà, j'ai expliqué les prêts bilatéraux, j'ai expliqué les prêts multilatéraux. Bon. Maintenant, au niveau des prêts encore, il faut encore faire la différence. Les prêts multilatéraux, c'est des prêts, multilatéraux, c'est-à-dire les prêts de la Banque mondiale, c'est des prêts concessionnels, ça veut dire que les taux sont des taux réduits, 3% par là. Après, il faut ajouter dessus les frais d'assurance, etc., etc. C'est vraiment des prêts, comme on dit, à taux bonifié, ça veut dire les taux vraiment faibles, pour permettre aux États de digérer leur endettement. Mais ce sont des prêts assortis de conditionnalités. Ça veut dire que les pays qui vont emprunter ça doivent se soumettre à un certain nombre de règles. En l'occurrence, la gouvernance politique, en l'occurrence, le respect de l'environnement. Par exemple, si vous voulez prendre un prêt à la Banque mondiale pour construire une route, je dis n'importe quoi, la route qui part de Douala pour désenclaver le Nkam jusqu'à Yabassi et puis peut-être aménager le port de Yabassi. Si vous voulez faire une route comme ça, la Banque mondiale va vous dire, bon voilà, il faut respecter l'environnement. Ça veut dire que il ne faut pas arracher les arbres n'importe comment. Si vous déplacez les populations, il faut d'abord, les indemniser. Ensuite, veiller à ce que, par exemple, s'ils avaient les tombes de leurs ancêtres, on les autorise à faire tous les rituels nécessaires pour qu'ils puissent déplacer ces tombes sans que ça ne leur fasse un choc moral, des choses comme ça. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est important de le dire. Donc, vous avez ça. Vous avez les conditionnalités. Voilà. Les prêts concessionnels des bailleurs de fonds multilatéraux sont assortis de conditionnalités. Le respect de l'environnement, le respect des droits de l'homme, les réformes politiques, etc., etc., les règles de transparence, de bonne gouvernance, les appels d'offres, l'adhésion à des initiatives comme l'initiative transparente extractive. Ça veut dire qu'on vous dit, bon, écoutez, si vous déclarez que votre budget c'est 4 000 milliards de recettes, alors que le pétrole vous rapporte 10 000 milliards de recettes, ça ne représente pas le niveau réel de vos recettes. Par exemple, il faudrait que vous déclarez, d'abord, vous souscrivez à cette initiative, vous dites, voilà, on reçoit 10 000 milliards du pétrole, et peut-être nous allons transférer 6 000 milliards du pétrole dans les recettes fiscales, donc on va arriver à 10 000 milliards. Des choses comme ça, voilà. C'est à partir de là que les fins limiers des agences de rating produisent deux types de rating. Il y a ce qui montre à l'État du Cameroun, mais il y a ce qui ne leur montre pas.
ils font des analyses comparées, disent attendez, l'Angola certes produit du pétrole, le Cameroun produit du pétrole, peut-être pas dans les mêmes proportions que l'Angola, mais l'Angola ne peut pas budgétiser 40 000 milliards de francs CFA de recettes pétrolières dans son budget, alors que le Cameroun n'en budgétise que 2 000. Là, il regarde, est-ce que alors le Cameroun produit seulement 1/20 de ce que l'Angola produit? Non. Peut-être le Cameroun produit 1/8. À partir de là, ils disent, voilà, le Cameroun ne déclare pas tout. Donc, ils vont vous obliger à adhérer à l'initiative de transparence extractive. Ça veut dire que tout ce qui est industrie extractive, nous déclarons nettement tout ce que nous avons encaissé et nous reversons ça au budget de l'État. Donc, comme je l'ai dit, les prêts multilatéraux sont assortis de conditionnalité. Maintenant, les prêts bilatéraux ne sont pas forcément assortis de conditionnalité parce que c'est d'État à État. Le gouvernement français peut estimer que le Cameroun a du mal à payer ses fonctionnaires, comme ça a été le cas la dernière fois. La France peut voler au secours du Cameroun en lui donnant 50 ou 100 milliards de francs pour qu'il puisse payer ses fonctionnaires pendant 3 mois, par exemple. Ou bien pour qu'il puisse payer ses fonctionnaires peut-être pendant 2 mois. 50 milliards, 50 milliards. Si la masse salariale pour payer les fonctionnaires est peut-être de 400 milliards par an, on peut penser que c'est peut-être 35 milliards par mois. La France peut dire, bon, je vous donne 100 milliards de francs, ça permet de couvrir 3 mois de paiement des salaires. Voilà. C'est les prêts bilatéraux. Elle n'est pas là pour savoir s'il y a les droits de l'homme, s'il y a les réformes politiques, s'il y a l'environnement, non. C'est les bilatéraux. Le ministre camerounais s'assoit dans une salle, le ministre français, ils discutent, ils s'accordent, ils signent, la France débloque l'argent. Les prêts bilatéraux aussi, c'est aussi ce que la Chine fait avec le Cameroun, par exemple. La Chine, bon, quand elle arrive au Cameroun, elle dit, bon, voilà, je vais vous emprunter l'argent pour faire la route. Elle n'est pas là pour savoir, bon, je vais vous emprunter l'argent pour faire le port de Kribi. C'est pas son problème ce que pensent les riverains de Kribi. C'est pas son problème l'étude d'impact environnemental. C'est pas son problème si on a exproprié les gens, on les a pas payés. C'est pas son problème si on a changé la constitution pour que Paul Biya ait un 3e mandat. D'ailleurs, vous allez comprendre quand vous lisez les notes de l'agence Fiche que l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun se retourne vers la Chine, c'est la question du 3e mandat. Les prêts chinois commencent un peu à ces alentours là, 2008-2010. C'est que quand Paul Biya change la constitution, vous avez un certain nombre de pays comme l'Allemagne. C'est pour ça que vous ne voyez pas l'Allemagne parmi les bailleurs de fonds du Cameroun. Vous avez des pays comme les États-Unis qui vont réduire sensiblement leur prêt en faveur du Cameroun. Parce que le Cameroun a modifié la constitution, Paul Biya a fait ça de manière très violente, et puis ces pays-là disent non, nous on ne peut pas s'aligner derrière lui. Résultat des courses, ils n'apportent plus leur concours. Donc le Cameroun, pendant cette période, va se retourner vers la Chine. Bon, la Chine, elle a des dollars à placer, elle place son argent, elle n'est pas là pour savoir, voilà, si politiquement, il ne fallait pas changer la constitution pour briguer un 3e mandat. Elle n'est pas là pour savoir s'il y a des pressions de droits de l'homme, c'est pas son problème. Elle n'est pas là pour savoir si on a exproprié les gens, c'est pas son problème. Voilà, elle est là pour emprunter l'argent. Donc, tout ça, c'est des éléments que vous devez prendre en compte pour pouvoir mieux décrypter cette actualité-là. Bon. Voilà. Je pense que j'ai expliqué les concepts. Hein, j'ai expliqué les eurobonds. J'ai expliqué la dette chinoise. Maintenant, il faudrait que nous parlions de la soutenabilité de la dette. Comme j'ai dit, j'ai expliqué un peu près les concepts, hein, les différentes dettes. J'ai expliqué la nécessité de s'endetter pour l'État du Cameroun. J'ai expliqué ce que c'est que les eurobonds. Je pense que chacun qui regarde ce direct peut comprendre ce que c'est que les eurobonds. J'ai expliqué également au niveau des dettes bilatérales, la différence entre la dette française, la dette chinoise, la dette américaine. Par exemple, le Cameroun s'endette très peu aux États-Unis parce que les conditions de l'endettement aux États-Unis sont très strictes. Ça veut dire que c'est considéré comme un crime, un dirigeant camerounais qui prendrait l'argent des États-Unis pour aller acheter détourner, pour aller payer une villa, par exemple, en Afrique du Sud. Les Américains se réservent le droit de lui, comme ils disent eux-mêmes, hunt him. Ça veut dire que le courir après, pour l'arrêter et lui tordre le bras. Voilà. Par exemple, si vous voulez savoir, vous avez un ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui est en prison aux États-Unis. Donc, ce n'est même pas un secret. Pour des faits pareils. Donc, maintenant, venons-en. S'ils détournent l'argent chinois pour venir acheter des maisons aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais s'ils détournent l'argent américain pour venir acheter des maisons aux États-Unis, ça fait problème. Maintenant, parlons de la soutenabilité. D'abord,
parlons de ce qui fait problème dans ce tableau-là. Donc, comme j'ai dit sur mon mur, je pense que Zhang lui, il s'est répandu en parlant de ce qu'il ne sait pas. Il s'est mis à raconter un peu tout et n'importe quoi. Bon. D'abord, en termes de volume, vous avez vu le tableau, il est là. Il y a la barre qui est là, qui monte les tranches. Vous avez 150, 300, 450, etc. jusqu'à 1200 milliards. La ligne qui est en haut là, ici là, vous avez le volume de la dette. Les montants total. Sur la colonne-ci là, les montants total. Et ici, vous avez les pays. Bon. Ici, vous avez les couleurs qui vous disent, voilà, la bande rouge là, c'est la Chine. La bande noire, c'est les prêts bilatéraux, ici là. Par exemple, le Cameroun. Ça, c'est la proportion des prêts bilatéraux. Ça, c'est les proportions des prêts chinois. En bleu, là, c'est la France. En orange, c'est le Japon. Ici, c'est l'Arabie Saoudite. Non, ou la Turquie, ici, là. En violet, là, c'est les États-Unis, ici, là. Ici, c'est autres prêts. Ici, c'est les prêts sur les marchés financiers, par exemple. Voilà comment il faut comprendre la dette du Cameroun. Donc, on voit très bien, quand on regarde là, on voit les pays, la proportion de dette qui est plus importante, c'est là. On voit la Chine, ici. Non, non. Ici, on voit les prêts multilatéraux, en noir, là. Après, on voit la Chine, ici. Et puis après, on voit la France, là. On voit les marchés financiers ici qui sont petits. Donc, le Cameroun a principalement 4 pays, 4 sources les principales sources d'emprunt. C'est les prêts multilatéraux, ça veut dire la Banque mondiale, la BAD, le Fonds monétaire, etc. Après, il y a la Chine qui bat vraiment le record. Ici, c'est la Chine. Et puis en bleu, là, c'est la France. Et puis en haut, c'est les prêts sur les marchés financiers, en l'occurrence les eurobonds. Donc, bailleurs de fonds, Banque mondiale, FMI, BAD, etc. Ici, là, la Chine. Ici, la France. Et ici, en haut, en jaune, c'est les eurobonds. Donc, parce que les États-Unis, c'est vraiment très faible. Hein, c'est très, très faible. Bon, les États-Unis, c'est très faible. Donc, ça vous permet de comprendre déjà qui emprunte au Cameroun. Qui emprunte au Cameroun? Quand vous regardez le tableau, c'est comme ça qu'on lit. Et non pas tout le vacarme que j'ai vu Zhang balancer sur Internet là. Ici, on voit qui emprunte au Cameroun. Qui prête, pardon, au Cameroun. Qui prête au Cameroun. Parce que ici, c'est les prêteurs. Qui prête au Cameroun. Qui prête au Cameroun. On a la Banque mondiale, le FMI, la BAD, etc., etc., les institutions multilatérales. Deuxièmement, on a la Chine. Troisièmement, on a la France. Quatrièmement, on a les marchés financiers. Par ordre de grandeur, les plus grands prêteurs au Cameroun, ici, là, vous avez, parce que ça, c'est le Cameroun, ici, là. Le premier, c'est la Chine. Le premier bailleur de fonds du Cameroun, c'est la Chine. Ici, là, en rouge, c'est la Chine. C'est la Chine, là, en rouge. Ici, là, c'est la Chine. Le deuxième prêteur, c'est les bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux. La Banque mondiale, le FMI, la BAD, etc., etc. Le troisième, ici, c'est la France. Donc, vous voyez vous-même que la Chine emprunte aujourd'hui, la Chine prête aujourd'hui au Cameroun 5 à 6 fois plus que la France ne prête au Cameroun. Donc, la Chine est montée en termes comme bailleur de fonds, la Chine est montée très haut dans le prêt, comme prêteur au Cameroun, comme bailleur de fonds. Donc, vous avez là les bailleurs multilatéraux. La Chine est aujourd'hui nous prête 2 fois plus que ce que la Banque mondiale, le FMI, etc., nous prête. Bon. Deuxièmement, ici, là, vous avez, en plus, vous avez la France. Donc, la France nous prête à peu près 1/3 de ce que la Banque mondiale et autres nous prêtent. Donc, ça vous permet de voir, parce que dans les années 60, c'est pour ça que je dis que la France est en train de petit à petit de perdre pied chez nous. Parce que dans les années 60, qui nous prêtait l'argent, c'était essentiellement la France. C'est parce qu'en vertu des accords monétaires, CFA, il n'y avait pas l'euro. La France pouvait imprimer des francs CFA et balancer en Afrique comme ça. Elle empruntait, elle prêtait à nos pays essentiellement à partir de la création monétaire. Arrivé avec l'euro maintenant, c'est l'Allemagne qui tient les cordons de la bourse, c'est l'Allemagne qui tient la banque centrale. Donc la France ne peut pas imprimer des euros. Donc elle a reculé. Et si elle a reculé maintenant, si elle a reculé, c'est les bailleurs de fonds multilatéraux ici là.
les bailleurs de fonds multilatéraux, la Banque mondiale, le FMI qui ont pris la place. Et après est arrivé les Chinois qui ont doublé, qui font le triple de ce que font les bailleurs de fonds multilatéraux et qui font pratiquement 5 fois ce que fait la France. Et puis il y a les marchés financiers que le Cameroun a très peu utilisés. Par exemple, quand on regarde en proportion, par exemple, en comparant à la Côte d'Ivoire, on voit que la Côte d'Ivoire s'est endettée très peu auprès de la Chine. Vous pouvez voir là. La Chine, elle est là en rouge, ici au Cameroun. Voici tout ce que la Chine nous a prêté ici. Regardez maintenant en Côte d'Ivoire, la Chine, elle est là, très peu. La France, elle est là, la Côte d'Ivoire s'est endettée essentiellement sur les marchés financiers. C'est ça qui pose problème. Et je vais vous expliquer pourquoi ça pose problème. Je vais vous expliquer. Quand on regarde aussi le Sénégal, vous voyez là, le Sénégal s'est endetté essentiellement sur les marchés financiers. Le Sénégal, voici la Chine est ici au Sénégal. Elle est très peu ici au Sénégal, rouge, en rouge là, très peu de Chine et les bailleurs de fonds multilatéraux. Et lorsque vous regardez ce qui a été réalisé avec l'argent au Sénégal et vous regardez ce qui a été réalisé avec l'argent en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il n'y a pas match avec le Cameroun. Et ceci explique cela et je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre. Vous allez comprendre, vous allez bien comprendre. Et vous allez même comprendre pourquoi le président américain Obama, je crois qu'il est allé au Sénégal 2 fois, et l'Amérique s'est impliquée pour la résolution des crises en Côte d'Ivoire, et le Cameroun a été pratiquement le parent oublié des États-Unis. Voilà. C'est parce que pour aller sur les marchés financiers, en fait, les Américains, c'est ça. Pour lever de l'argent, il faut aller sur les marchés financiers. Les grands pouvoirs de capitaux sont les fonds de pension américains. Mais les États-Unis ont cessé de rappeler au Cameroun qu'il faut faire des efforts en termes de transparence de la gouvernance, en termes de promotion de la démocratie, du respect des droits de l'homme, du cadre des affaires, qui n'arrange pas le gouvernement camerounais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les États-Unis disent, voilà, dans la constitution de la CEDEAO qui va aller jusqu'à la CEMAC, on est à peu près d'accord avec le Sénégal, on est à peu près d'accord avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, avec le Nigeria, il manque le Cameroun. Donc, ils disent, nous, on va créer le tsunami au Cameroun pour que il y ait la fin de l'ère Biya et on passe à autre chose. Bon, on va voir maintenant si la Tangandji, les familles Ndongo, les Paul Biya et autres auront assez de muscles pour tenir tête à la puissance américaine. Ça a commencé avec la suspension de l'AGOA et ça va arriver parce que dès que la nouvelle administration va arriver là, certaines résolutions vont passer et l'expédition punitive va continuer. Et je voudrais dire aussi même que c'est la France qui pèse de tout son poids pour qu'on n'arrive pas à cela. Voilà. Donc, ça vous donne une idée des pays où on a fait vraiment les réformes politiques et les réformes structurelles. Ça veut dire que le Sénégal ici s'est affranchi des prêts bilatéraux français, chinois. Vous voyez bien, voici la France, hein, elle est en bleu là. Elle est toute petite au Sénégal, voici la Chine. Le Sénégal s'emprunte essentiellement chez les bailleurs de fonds multilatéraux et sur les marchés. C'est une très bonne qualité de l'endettement. Ça revient moins cher. L'argent, ils peuvent l'avoir à tout moment. La preuve, regardez le Sénégal, ils sont montés jusqu'à 1247, 1250 milliards, le service de la dette. Ça veut dire que le Sénégal est dans des proportions. J'ai regardé l'autre jour, le Sénégal est aux alentours de, le Cameroun aux alentours de 8000 milliards, je crois, quelque chose comme ça là. Je ne sais pas sur quelle période. La Côte d'Ivoire était à 13 000, le Sénégal était aux alentours le Sénégal était aux alentours de 11 000, la Côte d'Ivoire à 13 000. C'est parce que la qualité de l'endettement du Sénégal, c'est pas sorcier. Regardez comment ça fonctionne au Sénégal. Combien d'alternances politiques avez-vous eu au Sénégal? Vous avez eu plusieurs alternances politiques. Vous avez eu d'abord Abdou Diouf, qui avait remplacé Senghor. Abdou Diouf après a été remplacé par Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade après a été remplacé par Macky Sall. Macky Sall après ses 2 mandats partira, il sera remplacé par un autre. Donc le risque pays du Sénégal est bon. À partir de ce moment, le Sénégal peut lever l'argent sur les marchés financiers. Et ensuite, le Sénégal peut avoir l'argent auprès des bailleurs de fonds qui sont là. Et vous voyez que la Chine est tout petit là en rouge. Voilà la Chine ici. Regardez, la Chine, elle est tout petit en rouge. Alors que quand on va au Cameroun, la Chine, regardez, elle est tout grande ici en rouge. C'est simplement parce que le Cameroun, quand Paul Biya a changé la constitution en 2008, alors que les pays internationaux lui disaient, tu ne peux pas changer la constitution, on lui a fermé les robinets des prêts. Il était donc obligé d'aller emprunter chez un usurier. C'est pas compliqué. Si on veut parler en français facile, c'est ça. Il était obligé d'aller emprunter chez un usurier. Quand il a changé, c'est-à-dire que c'est comme ça que on voit quand on fait la finance internationale, on peut lire, comme on dit en anglais, link
on peut rapprocher ou raccorder un événement politique à une situation économique. On voit bien que ça s'est passé. Quand on a changé la constitution en 2008, les bailleurs de fonds ont dit non, vous n'aurez pas d'argent. Alors, Paul Biya, il s'est en bon félin, ils ont créé Afrique Média, ils ont commencé à pomper le panafricanisme, ils ont commencé à créer l'anti-occidentalisme et il s'est retourné vers la Chine pour aller prendre des prêts bilatéraux dans les conditions que les Chinois lui ont imposées. Tu me donnes les terres, tu me redonnes les réserves de diamants, tu me donnes les réserves de ceci, tu me donnes ça en pétrole, tu me donnes des forêts. Donc il a pris l'argent. Voilà comment la proportion que le Cameroun a pris. Dans le Cameroun, regardez quelle proportion. Et vous allez constater que ça ne se passe que vous regardez. Ça c'est Paul Biya là. Ça c'est le Congo à côté, Sassou Nguesso, qui est dans les mêmes proportions que le Cameroun. Ce sont des pays qui ne peuvent pas. Le Congo lui-même, il ne va même pas sur les marchés internationaux. Parce que ce sont des pays, voilà, où la gouvernance ne s'est pas améliorée. C'est les mêmes gens qui sont là, qui voudraient que Sassou Nguesso, par exemple, il veut partir et laisser Christelle Sassou. Paul Biya veut partir et laisser Franck Biya. Donc, on les a fermé les robinets des trucs internationaux. Vous regardez le Congo, regardez le montant important de la Chine au Congo. Alors, quand vous regardez ici en Côte d'Ivoire, regardez, la Chine, c'est tout petit là. C'est là, c'est tout petit. Et même les montants des prêts, les conditionnalités des Chinois en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme au Cameroun. Ouattara ne donne rien du tout. La Chine vient pour être présent au plan bilatéral au même titre que la France. Regardez, la France fait plus que la Chine. Voilà la France là en bleu, elle fait plus que la Chine. Regardez maintenant, si je vais au Cameroun ici, regardez la Chine et regardez la France. Ça veut dire qu'au Cameroun, la France même ne prête pas de l'argent. Paul Biya a financé l'économie ces dernières années en bradant systématiquement notre pays à un pays étranger pour pouvoir avoir de l'argent. Simplement parce qu'on lui dit tu ne changes. Et même là, il essaie la même chose. C'est-à-dire on dit bon voilà, ne fais pas ceci. Voilà, les bailleurs de fonds ferment la porte. Bon, le gars il dit bon on va aller vers la Chine. Sauf que cette fois-ci ça va être un peu différent parce qu'ils ne parviennent pas à rembourser la Chine. Et ça va être un peu compliqué. Je vous expliquerai pourquoi. Donc vous voyez, je vous explique là. Voici le Cameroun toujours. Vous voyez la proportion. Regardez le montant des prêts chinois au Cameroun ici. Regardez le montant des Cameroun sur les marchés financiers. Regardez maintenant la Côte d'Ivoire ici. Regardez quelle proportion la Côte d'Ivoire prend sur les marchés. Regardez, la Chine est tout petit ici. Le reste, la Côte d'Ivoire prend la France et les bailleurs multilatéraux. Le meilleur, c'est le Sénégal. Regardez quelle proportion il prend sur les marchés financiers. Le Sénégal emprunte l'argent directement sur les marchés financiers ici. Et regardez, le Sénégal ici, là, emprunte un tout petit peu les prêts concessionnaires chinois parce que les conditionnalités ne plaisent pas au Sénégal. Les Sénégalais n'ont pas à nantir leur phosphate ou leur pétrole pour avoir les prêts chinois. Et s'ils empruntent aux bailleurs de fonds multilatéraux. Donc, vous n'entendez pas des histoires de « Oh, on a cédé les terres au Sénégal, etc. » Ça n'existe pas là-bas. C'est parce que la gouvernance du pays est telle que le risque politique est faible et les investisseurs peuvent venir prêter. C'est-à-dire qu'un fonds de pension américain peut acheter, si le Sénégal lance pour 1000 milliards le Sénégal lance pour 1000 milliards d'emprunts obligataires, un fonds de pension américain peut dire, moi j'achète pour 50 milliards, ils sont 20 fonds de pension, ils font ce qu'on appelle syndiquer et ils achètent pour 1000 milliards. Ils achètent pour 1000 milliards parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre, ils vont pouvoir revendre, comme on dit, c'est tradable, premièrement sur les marchés financiers. Deuxièmement, il y a un moyen de faire ce qu'on appelle securitization. Bon, c'est un peu trop compliqué. Ils ont la couverture du gouvernement américain. Ça veut dire que quand ça va mal, comme c'est des produits sur les marchés financiers, le gouvernement américain peut utiliser le ministère des Finances, qu'on appelle le Treasury Department, pour acheter ça, pour faire souffler le Sénégal. Et c'est d'ailleurs ce que les Américains vont chercher à faire en ce moment. Et ensuite, le gouvernement sénégalais, ensuite, c'est qu'en levant de l'argent, il peut réaliser des infrastructures. Donc, les bailleurs de fonds, qui sont essentiellement les fonds de pension américains, ont confiance à la qualité de la signature du Sénégal. Parce que quand je vois le gouvernement camerounais dire fiche à Milano du Cameroun, bébé, machin, c'est du mensonge. Voilà la preuve que c'est du mensonge, là. Voilà la preuve, voilà le tableau, oh, pardon. Voilà. Voilà la preuve que c'est du mensonge, là. La preuve que c'est du mensonge est ici. Ici, vous voyez... Attendez. La preuve que c'est du mensonge, il est là.
Voilà les vrais pays qui ont une bonne qualité de signature, ils vont sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, voici, voilà, voici le Cameroun. Voilà le très peu, 750 millions de dollars sur les marchés financiers. Voici la Côte d'Ivoire. Regardez combien la Côte d'Ivoire a levé sur les marchés financiers. En proportion avec le Cameroun. La Côte d'Ivoire a levé 10 fois plus d'argent sur les marchés financiers que le Cameroun. Le Sénégal a levé carrément 15 fois plus d'argent que le Cameroun. Regardez, en jaune là. Le Sénégal a levé énormément d'argent. Le Cameroun ici. Le Cameroun a dû aller chez un usurier. Vous voyez bien que ici là, il n'y a que le Cameroun et le Congo. Regardez la proportion du Cameroun. Regardez celle du Congo-Brazzaville, chez Sassou Nguesso. Vous voyez bien, ces deux pays-là sont allés en Chine parce que les conditionnalités de risque politique, on dit faites des réformes politiques, faites des réformes pour les droits de l'homme, faites des réformes pour ceci, ils ne l'ont pas fait. Et vous voyez bien, et ici là, on se retrouve donc avec les pays comme la Côte d'Ivoire qui ont très peu utilisé les prêts chinois. Le Sénégal, pareil. Ils sont allés directement sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'on voit en rose là. Ils ont émis des eurobonds. Les investisseurs internationaux ont une visibilité. Ils disent, bon voilà, au Sénégal, on sait qu'après Macky Sall, ça va être un autre. Après celui-ci, ça va être un autre. Donc, au Sénégal, on a une visibilité. On sait que sur 40 ans, la constitution ne va pas changer. Il y aura un président qui part, un président qui vient. Il y a la stabilité politique. Il y a moins de corruption, il y a etc., etc. Donc, on peut investir dans les bons chinois. Sénégalais, la qualité de la signature est bonne. C'est pour ça la même chose. On n'a pas mis le Ghana là. C'est la même chose que le Ghana a fait comme réforme. Les réformes politiques au Ghana ont permis au Ghana que le Ghana désormais emprunte directement sur les marchés financiers sans passer encore par le FMI. C'est pour ça que le Ghana vous avait dit que we are terminating our relation with IMF. C'est-à-dire que nous on met fin au prêt au FMI. Simplement on emprunte au FMI si notre balance des paiements a des problèmes. On peut emprunter en devise au FMI pour équilibrer notre balance des paiements, qui est d'ailleurs le travail du FMI. Et le Ghana a mis fin à ses relations avec le Fonds monétaire, parce qu'il va sur les marchés financiers. Mieux, le Ghana ne va plus à Londres maintenant. Sur la place de Accra, il arrive à émettre des eurobonds sur la place d'Accra. Donc les investisseurs viennent des États-Unis, du Japon, de Chine, d'Afrique du Sud, pour prêter de l'argent au Ghana sur la place financière du Ghana. Parce qu'avec la common law, le Ghana arrive à avoir un droit qui est, comment on dit, le droit des forts. Voilà, la common law. Et ça vous permet encore de comprendre. Au Cameroun, on est en train de tuer les gens parce qu'ils demandent la common law. Ça veut dire que les anglophones disent à un pays comme le Cameroun, c'est-à-dire on dit à quelqu'un, voilà, vraiment tu as le Minitel, s'il te plaît, prends Internet. Et il te dit non et il te tue. Ça veut dire que les anglophones vous disent, vous avez le Minitel, prenez Internet. Vous refusez de prendre Internet, vous dites non, on va prendre ceci. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Ghanéens ont mis en place la common law, le Nigeria, ils peuvent lever l'argent sur leur place financière. La Chine, par exemple, le Cameroun, par exemple, n'a pas une bonne qualité de signature. Sur les marchés financiers, ils peuvent tout raconter. Je ne suis pas en train de dénigrer le Cameroun, pas du tout. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je dis ce qui est, je vous ai montré les faits. C'est-à-dire que il y a des choses que je ne veux pas dire là. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je vais expliquer un peu plus tard, vous allez comprendre. Donc, vous comprenez déjà que le Cameroun n'a pas une bonne signature. Donc, il ne peut pas s'endetter sur les marchés financiers directement. Il est obligé de passer donc par les Chinois qui, eux, empruntent, qui, eux, prêtent de l'argent au Cameroun, assortis des conditionnalités qui sont très draconiennes. Quand vous allez chez un usurier, vous dites, donnez-moi le titre foncier de votre maison, donnez-moi votre voiture, avec un certificat de vente. Je vous attends 30 jours, si vous ne venez pas, je vends, j'empoche, je deviens le propriétaire. C'est des conditions très draconiennes. C'est ce que nous font les Chinois. Et ça a permis de mettre en place une croissance. C'est pour ça que ce tableau fait problème. Parce que c'est un tableau, mais comme j'ai dit à Elie Zanzan, il y a l'art de décortiquer, de comprendre un tableau. Un pays qui a une bonne qualité de signature, qui a une économie qui se porte bien comme prétend l'État du Cameroun, ne va pas lever de l'argent à la Chine. Il va lever de l'argent sur les marchés financiers. Parce que sur les marchés financiers, il a une liberté. On ne vous dit pas, ouais, est-ce que vous allez faire tel compte? Non, non, on vous donne l'argent. Mais c'est le bailleur de fonds qui apprécie. C'est pour ça que les agences de rating, ici aux États-Unis, elles ont deux qualités de notes. Elles ont les notes qu'elles font et elles rendent publiques. Et là-dedans, elles disent le Cameroun, c'est BB, plus
B+, B-, machin chouette. Elles ont les notes maintenant qu'elles font, qu'elles adressent au fonds de pension, qui n'est plus la même chose. Et dans cette note-là, le Cameroun est C ou D. Je les ai déjà lus avec mes deux yeux. Dans cette note, le Cameroun est C ou D. Non seulement je les ai lus, mais j'ai eu à faire un exposé ici, là-dessus, où j'ai été bombardé de questions, où on m'a demandé pourquoi la différence entre ça et ça. Donc, quand un fonds de pension paye Fitch ou Moody's pour faire une notation, le rapport qu'il lui envoie n'est pas le même que ce qu'il fait à la demande du gouvernement camerounais pour mettre en public. Comme on dit ici, là, il enforce le rapport. Il met tellement de données là-dedans, il prélève, ils vont sur des plateformes comme Bloomberg, ils analysent les titres du Cameroun, les engagements, pièce par pièce, ils compilent, ils font des tableaux Excel, ils font des analyses qu'ils remettent. Quand le type il voit ça, il n'investit jamais. C'est pour ça que le Cameroun est obligé d'aller lever de l'argent à la Chine. Alors, on a utilisé Pougala pour nous vendre ça en disant, bon, vous voyez, c'est parce que l'Occident est en faillite. Alors, si l'Occident était vraiment en faillite, là, comme disait Pougala, que j'ai toujours traité de grand menteur, psychopathe, pourquoi donc la Côte d'Ivoire ici et le Sénégal ici, là, le Sénégal emprunte la même quantité d'argent. Voilà ça, le Sénégal a emprunté la même quantité d'argent en proportion que le Cameroun a emprunté à la Chine. Pourquoi le Sénégal a pu trouver cet argent auprès des marchés financiers alors que le Cameroun a dû aller trouver à la Chine? Mais quand vous voyez le Sénégal, vous voyez, vous avez un président, ça finit à Abdou Diouf. Abdou Diouf finit, il est battu par Abdoulaye Wade, il passe la main. Abdoulaye Wade exerce le pouvoir 10 ans. Il est battu par Macky Sall, il passe la main. Alors qu'ils ne sont pas du même bord. Macky Sall aussi va finir, il va passer la main. Au Cameroun, on a une gestion paternaliste, odjulatiste, france-africaine et tout ce que vous voulez du pouvoir. On dit non, voilà, après Paul Biya, ça doit être Franck Biya. Après Franck Biya, s'il n'a pas fait longtemps, ça doit même être Brenda, etc., etc., etc. Et il y a des gens qui applaudissent ça. Sauf que justement, vous voyez là, parce qu'on dit, ah, mais que font les États-Unis? Ils font ça. Ils disent, bon, voilà, mon ami, toi, nous détenons les capitaux. Tu ne peux pas avoir les capitaux chez nous. Ce qui se passe, c'est que les Chinois viennent prendre les capitaux aux États-Unis, sur les marchés financiers. Et les Chinois bluffent Paul Biya. C'est-à-dire qu'on lui dit, bon, voilà, tu veux une route, oui, on va te donner une route. Je ne peux pas entrer dans les détails ici parce que je n'ai pas Zoom. Je vous aurais montré comment ils font les calculs. Le taux d'intérêt qu'ils prennent aux États-Unis à 3-5%, finalement, ils le revendent au Cameroun, ça c'est du 50%. Hein. C'est du 50%. Parce qu'ils vous disent, bon, voilà, vous allez faire une route comme ça, c'est notre entreprise qui va le faire. Et quand vous regardez l'entreprise, vous, bon, enlevez les droits de douane, l'entreprise va venir avec le fer, le ciment, tout va venir de Chine, tout, les ouvriers, tout. La route va vous coûter moins cher. En réalité, les autres produits en Chine vous sont vendus avec 50% de bénéfices. Donc, c'est ce qu'on appelle en finance the weighted average cost of capital. Ça veut dire que le coût du crédit, il y a une méthode de calcul là, je vais pas aller dans les détails là. Ils prennent ça, il faut prendre ça en compte dans le coût du crédit. Et donc, ils nous vendent ça comme ça. Les sociétés chinoises font 50% de profit, créent des débouchés pour leurs entreprises, créent du travail pour leurs entreprises. Le Cameroun récupère une route qui, après 10 ans abîmée, et on ne peut pas rembourser. Ce n'est pas un bon système. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Et moi, j'ai le privilège de travailler à côté du président Kamto. Et je lui dis, président, voilà les raisons pour lesquelles on va changer ça. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons changer ça. Autre chose, je reviens encore au tableau de Jeune Afrique. Je le dis encore, voici le Cameroun ici, là, en rouge. Voilà, voici le Cameroun ici. Voilà ce que la Chine a emprunté au Cameroun. Voilà ce que, un peu moins que ça, la Côte d'Ivoire a prêté sur les marchés financiers. Voilà simplement ce que la Chine a donné à la Côte d'Ivoire. Voilà tout ce que le Sénégal a prêté sur les marchés financiers. Voilà le petit morceau que la Chine a donné au Sénégal. Quand vous allez au Sénégal, qui a prêté lui sur les marchés financiers? Le Sénégal a conçu un aéroport. Je crois aéroport Blaise Diagne. Le Sénégal a conçu des kilomètres d'autoroute. Le Sénégal a conçu une nouvelle ville qui s'appelle Diamniadio. Le Sénégal a construit les lignes de chemin de fer. Le Sénégal a conçu le métro et le RER. Le Sénégal a construit un port. Le Sénégal a construit des barrages, a construit des centrales solaires, etc.
le Sénégal, etc., a fait les études de préfaisabilité, de recherche, exploration pour lancer l'exploitation du pétrole. On voit ce que cet argent a fait au Sénégal. Et personne ne doute du retour sur investissement au niveau du Sénégal. Et en plus de ça, quand il y a eu le Covid, Macky Sall a mis en place un plan pour pouvoir apporter l'assistance aux populations de 1200 milliards. Quand vous prenez au Cameroun, Covid, le gouvernement camerounais n'a rien mis sur la table. On cherche toujours le port de Kribi. En dehors du port de Kribi, les barrages ne sont pas terminés. On a pris l'argent pour faire les stades. On ne comprend pas trop là. Et l'argent pour faire les stades là, c'est la Turquie là, et l'Italie là. On ne comprend pas trop. À quoi a servi tout cet argent que nous avons pris à la Chine? C'est quand même beaucoup là. Parce que regardez, pour le même montant, regardez ce que le Sénégal a fait. Le Cameroun est ici là dans la même proportion. Voilà le Cameroun ici. Ce qu'on a pris à la Chine, c'est là. Ce que la Côte d'Ivoire a pris sur les marchés financiers là. Ce que le Sénégal a pris sur les marchés financiers là. Ça dépasse, le Sénégal est un peu plus que le Cameroun. Voici ce que le Cameroun a pris à la Chine. On se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont réalisé concrètement? Le Sénégal a conçu toute une nouvelle ville à côté de Dakar, à 2 heures de Dakar, un peu comme on peut dire, voilà, on a Douala et on construire une nouvelle ville à Kribi. Le Sénégal a conçu une nouvelle ville, Diamniadio, toute une nouvelle ville. Ils ont même transféré des bâtiments, des ministères, beaucoup d'infrastructures là-bas, déporté la population, ça a fait baisser la pression foncière sur Dakar. Le Sénégal a lancé des centrales solaires, comme ils ont beaucoup de solaire là, Kaola, ils ont lancé plein de centrales solaires. Ils ont lancé ce qu'ils appellent des agropoles agricoles, c'est-à-dire qu'ils ont aménagé des 200 000 hectares de terre pour que les gens se lancent dans l'agriculture. Vous avez vu vous-même l'ancien conseiller de Barack Obama ici là, Pyongyang, qui est rentré au Sénégal et investi dans l'agriculture. Bon, qu'est-ce que le Cameroun a fait avec sa part d'argent? Le Sénégal a conçu un aéroport moderne, Blaise Diagne. Quand vous allez là-bas, vous voyez là, le Sénégal a créé une compagnie aérienne, Air Sénégal, en s'associant avec les Marocains. Ils ont plusieurs avions. Ça vole. Ils ont une bonne vingtaine d'avions aujourd'hui. On voit, et ils ont pris l'argent sur les marchés financiers. Nous, on est allé prendre l'argent à la Chine. Qu'est-ce que nous avons fait de palpable qu'on peut voir comme ça? Il dit que voilà, on voit. Nous n'avons rien fait de palpable. Donc, vous comprenez que, c'est-à-dire que, c'est dur, hein? Vraiment, c'est dur. C'est pour vous montrer l'aspect qualitatif, au-delà de tout le babada que le gouvernement raconte là, c'est pour vous montrer l'aspect qualitatif de la dette. Voilà. L'aspect qualitatif de la dette. Voilà. Et aussi, c'est pour déconstruire le mensonge des gens comme les Pougala. Pour vous montrer que Pougala, ça a été, et je l'avais dit dès le début, hein, quand il a commencé à faire son babadage, que c'était un grand menteur. Parce que voilà la conséquence de ce que Pougala nous a fait. Voilà, on est allé prendre tellement d'argent ici, là, voilà, ici, chez les Chinois. On ne voit pas ce que ça a fait dans notre pays. Les Sénégalais ici sont allés prendre directement sur les marchés financiers avec des eurobonds, les Ivoiriens ici. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, Ouattara a fait 3 ponts. 3 ponts. 3 ponts. Il a fait les échangeurs. Il a fait le chemin de fer. Il a fait les universités. Il a fait les hôpitaux. Il a bitumé des routes, des autoroutes, etc., etc. Mais on ne voit pas ce que l'argent des Chinois a fait chez nous. Or, on a utilisé Afrique Média, et je le dis tout le temps, pour abrutir les Camerounais. Est-ce que Mbandakani est capable d'expliquer ce tableau qui provient des données de la Banque mondiale au Camerounais, avec son museau comme ça, qui est comme la bouche d'un cochon, qui crache là partout? Et le faussaire Tantina Bertrand, est-ce qu'ils sont capables? On lobotomise les gens. Oh non, vous savez, maintenant on est parti en Chine, c'est pour s'affranchir l'Occident. Non! La Chine lève, j'aurai l'occasion de vous montrer bien comment ça se passe, parce qu'il faut des heures pour ça. Et ce soir-là, je suis un peu court. La Chine lève l'argent sur les marchés financiers. Elle vient lever l'argent ici, sur les marchés financiers. Comme elle sait que le Cameroun a en délicatesse avec les bailleurs de fonds internationaux et ne peut pas venir sur les marchés financiers, elle vient lever l'argent à Londres, aux États-Unis, à New York. Elle sait que le Cameroun ne peut jamais remplir les conditions parce que on va dire, bon, notation du risque pays. Parce que il y a 2 choses. Quand on voit les notations des agences de rating, les agences Fitch, les agences Moody's, etc.,
ces agences, elles produisent des notes à la demande du client. Quand le Cameroun vient produire des notes, il dit, oh, vraiment, vous voyez, vous avez écrit ceci, mais... Bon, on assouplit un peu, on leur donne une note là. Mais je peux vous garantir que le document que les agences là donnent à des fonds d'investissement, fonds de pension américains qui disent maintenant, bon, est-ce qu'on peut investir dans la dette du Cameroun? Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Et je vous dis, j'ai déjà vu ces documents, le Cameroun est soit C ou D. C, c'est la plus mauvaise note, D, c'est default. Je les ai vus avec mes deux yeux. C ou D. 34 pages, ils motivent. Donc les investisseurs américains ne peuvent pas. Et que faire? Il faut faire des réformes, il faut régler la crise anglophone, il faut régler le processus électoral, il faut avoir une visibilité, il faut modifier la constitution, il faut le respect des libertés publiques, etc. Tant qu'on ne fait pas ça, on est entre les mains des usuriers chinois. Et le plus dangereux maintenant, c'est que le Cameroun ne parvient pas, et ça c'est le plus important maintenant, avec la crise du Covid, vous avez, j'ai mis l'article sur mon mur là, de l'agence Fitch, qui explique les raisons pour lesquelles le Cameroun sera insolvable. Le Cameroun ne parvient plus à payer ses dettes. Le Cameroun ne parvient pas à payer ses dettes, simplement parce que la Sonara qui est tombée contraint maintenant le Cameroun à importer. Le pétrole est aux alentours de 40-45 $, donc ça ne rentre plus assez de redevances. Il y a eu la crise du Covid. Il y a la diaspora, il y a le NOZO, hein, on a perdu les unités industrielles comme la CDC, qui était un grand producteur d'EVA, d'huile de palme, de bananes, etc., qui sont des produits d'exportation, donc qui rentraient beaucoup de devises et qui payaient beaucoup de taxes, etc. Il y a la diaspora qui ne va plus au pays avec tous les intimidations qu'ils ont mis dans les aéroports. Donc, ça fait que l'économie est en déliquescence. Résultat des courses, quand on regarde les statistiques de la Banque mondiale, je recommande encore ça. La source est là. Voilà. World Bank Debitor Reporting System. World Bank, la source de ce tableau-là, de ces chiffres-là, World Bank Debitor Reporting System. C'est dans les databases, les bases de données de la Banque mondiale. Il y a un content là où vous pouvez avoir ces informations. Quand on regarde ces informations, on s'aperçoit que le gouvernement camerounais ne peut plus payer sa dette. Il n'a pas pu faire face au paiement de sa dette vis-à-vis de la Chine. Le gouvernement camerounais a dû payer seulement les intérêts de 45 millions. On a renvoyé. Maintenant, avec le Covid, les Français ont fait pression sur les Chinois en négociant beaucoup. Les Le Drian, là, les Macron ont fait pression. Les Chinois ont encore décalé, je crois, de 2 ans. Mais on s'aperçoit bien que techniquement, le Cameroun n'a pas les moyens de faire face à ces 1000 milliards. 1000 comme 1000. Le Cameroun, le service de la dette par an, c'est 1185 milliards. Le Cameroun n'a pas les moyens. Le Sénégal, par exemple, a conçu un aéroport Blaise Diagne. L'aéroport Blaise Diagne, ça va rentrer l'argent. Le Sénégal a conçu une nouvelle ville, Diamnadio. Toute la diaspora sénégalaise a acheté des bâtiments là-bas. Avec les taxes que le gouvernement sénégalais a payées, il a fait d'autres investissements qui vont ramener de l'argent. La diaspora sénégalaise qui revient tout le temps en vacances, se reposer, ça va ramener de l'argent. Le Cameroun n'a fait aucun investissement. On ne parvient même pas à donner l'eau, l'électricité. Les routes sont tout cassées. Même les routes qu'on avait pris pour construire avec les prêts chinois sont déjà cassées. Donc, vraiment, la situation n'est pas du tout bonne. Et ça, c'est ce que je voulais que Zhang Zhang comprenne. Son bavardage là que Lukoil a dit qu'ils vont construire la raffinerie. Lukoil n'a pas fini de construire les raffineries en Russie, c'est au Cameroun qu'il va construire. Il faut qu'il arrête d'enfumer les gens avec les bêtises. Donc, vous voyez vous-même. Et si je reviens encore, vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. Les prêts bilatéraux. Mais même les prêts bilatéraux. Le Cameroun a emprunté en prêts bilatéraux plus que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ça veut dire que quand on regarde ce tableau-là, les pays qui sont bien gérés, ça saute à l'œil, hein. C'est les pays où vous avez la bande en jaune, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez dire, oh, Ouattara, Alassane Ouattara, Macky Sall, oh, nous sommes indépendants, enfin, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais eux, ils sont vraiment indépendants parce que la France s'endette sur les marchés financiers. L'Allemagne s'endette sur les marchés financiers. Un pays indépendant, vraiment, s'endette sur les marchés financiers. Parce que vous êtes libre.
En plus, vous pouvez même discuter du taux. Vous pouvez dire non, on n'est pas d'accord ici. Baissez un peu vos taux. C'est comme quand vous allez à la banque. Vous pouvez négocier. Mais quand vous endettez chez les Chinois, vous ne pouvez rien. Ils vous disent voilà les conditions. Nous voulons les terres, nous voulons le pétrole, nous voulons les réserves de ceci. On va vous donner le port. Si au bout de 5 ans, vous ne parvenez pas à rembourser, on prend le contrôle du port, etc. Non, c'est pour vous dire on s'est mal endetté. Il faut qu'on ait le courage de le dire, de se regarder droit dans les yeux. Ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit. C'est les tableaux qui parlent. Et ça, ce sont les chiffres que les gouvernements camerounais et autres eux-mêmes envoient à la Banque mondiale. La Banque mondiale contrôle par exemple, si le gouvernement camerounais dit moi je dois 3 000 milliards à la Chine, la Banque mondiale va aussi demander à la Chine combien est-ce que tu as prêté au gouvernement camerounais. Si les chiffres concordent alors que la Banque mondiale les inscrit. Et on voit très bien. On s'est mal endetté. On s'est très mal endetté. Et on a utilisé les Pougala pour faire un lavage de cerveau au Camerounais. Les Pougala ont fait un lavage. Ça, moi, j'avais dit que ce mec, c'est un espion. Il a fait un lavage de cerveau au Camerounais. Les Afrique Média, ils ont fait un lavage qu'on appelle ici le brainwash. C'est-à-dire qu'on a lavé le cerveau des Camerounais. Les Camerounais ne voient pas. Et les gens qui font ça disent, bon, le jour où on ne sera pas là, hein, ils vont se débrouiller, hein, vraiment. Si on vient là, les pauvres gens qui ont la réserve du Ndja, là, on va les expulser, on va confisquer leurs terres. Les gens de l'Est là qui bavardaient là, Paul Biya, on va prendre leurs terres aussi, leurs diamants, les expulser. Les Chinois ne rigolent pas, vous vous amusez, ils font comme à l'Est de la RDC là, dans le Kivu. Ils vous flanquent une rébellion là, qui entre dans les villages là, ça commence à tuer les gens comme les microbes. Et puis ils prennent le contrôle de ces terres. Ils envoient des sociétés privées là-bas. Donc, je pense que c'est ici l'occasion pour nous. C'est-à-dire que vous comprenez la peine que nous avons quand nous travaillons dans la finance. Et je ne regarde même presque plus jamais les chiffres du Cameroun. Parce que ça fait mal, ça vous déchire le cœur. Et quand vous voyez comment les dirigeants, au lieu de se pencher vraiment sur les problèmes, ils passent le temps à mentir aux pauvres populations, à leur raconter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc, un tableau comme ça nous donne l'occasion de le dire. De le dire. Vous avez vu vous-même. Vous avez vu vous-même. Ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter ces choses-là. Donc, ça c'est important. Autre chose que je voulais dire. Parce qu'on va dire, oui, vous avez lu l'article de l'agence Fitch qui est sur mon mur. L'agence Fitch vous dit que le gouvernement camerounais n'est même pas capable, à l'heure qu'il est, de rembourser les 750 millions de dollars d'emprunts obligataires qu'il a construits. C'est ça ici. 750 millions de dollars d'emprunts obligataires. 750 millions sur 20 ans. Logiquement, le gouvernement camerounais doit rembourser. Le gouvernement camerounais en 2015 a lancé un eurobond de 750 millions de dollars. 750 millions de dollars. Non, pardon, autant pour moi. 750 millions de dollars multipliés par 565. Le gouvernement camerounais a lancé un emprunt dont le principal, c'est à peu près 430 milliards de francs CFA. 430 milliards. Ça, c'est le principal. Ça veut dire que c'est le montant qu'on a remis au gouvernement camerounais. 430 milliards. Dans les 430 milliards, si le taux d'intérêt, c'est à peu près 5, je crois que c'était 8%, 10% même pratiquement. Justement, c'était très cher. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire est à 5%, le Cameroun est à 10%. Le Sénégal est à 3,5%. Bon. Donc, parce que le risque payé est élevé. Ça veut dire que le gouvernement camerounais doit reverser à 10%, doit reverser à peu près 42 milliards avec les assurances sur le change, doit reverser à peu près 50 milliards par an. Rien que pour les intérêts. Et à échéance 2025, le gouvernement camerounais doit, ouais, parce que c'est par tranche, bon, c'est un peu compliqué là que j'explique, parce que ce serait très long. Mais à partir de 2022, 2023, 2025, le gouvernement camerounais doit commencer à rembourser parce que tous les obligations n'ont pas la même durée. Il y a ce qui est à 5 ans, il y a ce qui est à 6 à maturité. Comme on dit à maturité, ça dit la date, l'échéance de remboursement. Il y a ce qui est à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. Or, on s'aperçoit que le gouvernement camerounais a écrit au FMI pour dire qu'il ne sera pas capable de payer. C'est pour ça que pour éviter deux choses, le gouvernement américain est intervenu
pour deux raisons. Le gouvernement américain s'est dit, s'il y a un défaut de paiement du Cameroun, comme le Cameroun est un pays central dans la sous-région Afrique centrale, ça va contaminer le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, etc., etc., et même les frontières avec le Nigeria, et ça va créer des tensions très rapidement. Comme quoi vous voyez que les Américains sont soucieux de la paix au Cameroun, pas ceux qui nous dirigent. Parce que si le Cameroun est défaut, là, ça va créer une panique financière, même dans les banques, etc. Donc, les Américains ont voulu éviter ça. Deuxièmement, les Américains aussi ont voulu protéger les créanciers américains, parce que quand le gouvernement camerounais lance les emprunts obligataires en dollars, même si c'est sur la bourse de Londres, c'est les grands fonds de pension américains qui sont actifs sur ce marché-là. C'est eux qui font 99% des opérations sur ce marché. Même les Chinois, c'est là-bas qui viennent chercher l'argent. Donc, le gouvernement américain a voulu éviter donc de donner un signal de défaut à ces fonds de pension-là. Sûrement que dans ce qu'on appelle les covenants, ça veut dire les clauses qui entourent la rédaction des contrats, on appelle ça les term sheets. Le gouvernement a dû mettre en place des clauses pour dire, bon voilà, il faudrait éviter, on appelle ça les term sheets. Le gouvernement américain a dit, voilà, si on arrive à telle situation, j'interviens. Donc, le gouvernement américain intervient deuxièmement pour demander au Fonds monétaire international de refinancer les eurobonds du Cameroun. Bon, la raison, c'est le Covid. Refinancer, j'explique c'est que le refinancement. Le refinancement, ça veut dire que vous avez un prêt. Prenons un exemple pour les particuliers même seulement. Vous avez contacté l'argent pour acheter votre voiture. Vous contactez l'argent pour votre maison. Vous contactez l'argent comme crédit à la consommation. Vous avez 4 types de prêts. Donc, votre voiture, votre maison, votre carte de crédit à la consommation, un prêt pour le voyage. N'importe quoi. Ou bien vous avez été malade, vous avez un hôpital, vous avez une facture. Quand on regroupe tout ça là, ça fait peut-être 200 000 $, mais c'est différents prêts, 4 types de prêts, 4 natures. Si à un moment, vous trouvez que voilà, c'est trop compliqué à gérer, etc., les taux que vous avez pris à gauche, à droite, etc., vous voyez une grande banque, les grandes banques ici comme les Citibank, les US Bank, les Bank of America, les Chase Bank. Eux maintenant appellent tous vos débiteurs, tous vos créanciers là, ils les mettent à terre, ils disent bon voilà, le prêt de ce monsieur c'est ça, c'est ça, c'est ça. On fait ce qu'on appelle debt restructuring. Ça veut dire qu'on dit bon voilà, vous allez nous vendre ces prêts-là à tel montant. On achète, on vous rembourse et vous sortez dessus. Comme ça, vous ne perdez pas avec le principal. Il a des difficultés à vous payer. Vous nous faites une diminution de 50% sur les intérêts et on paye, on vous rembourse tout. Vous clôturez ces comptes-là. Et nous, quand on prend maintenant, on regroupe tous ces prêts en un prêt unique. Quand on regroupe en un prêt unique, on calcule, il y a des techniques de calcul qu'on appelle Weighted Average Cost of Capital. On calcule ça d'une certaine manière. Je pourrais parler là dans les détails, c'est long, parce qu'on prend certaines variables données par le ministère des Finances, la commission de quoi, de plus à la consommation, etc. On se conforme à certaines lois et on calcule et on arrive à un taux unique. On vous dit maintenant, bon voilà, vos 200 000 $ là, au lieu que vous ayez un taux ici pour la carte de crédit, un taux ici pour le logement, un taux ici pour ceci, on a regroupé tout ça, ça va faire un taux annuel de 12%. Ça veut dire que chaque mois, vous allez payer avec un intérêt de 1%. Et donc, vos 200 000 $, là, vous allez vous arranger, vous allez donner 1 000 $ par mois. Et ou bien vous allez donner peut-être en fonction de revenu 2 000 $ par mois. Ça vous coûtera 100 mois, donc ça vous fera peut-être 8 ans pour pouvoir rembourser tout cet argent-là. Et vous commencez à rembourser. On appelle ça debt restructuring, ça veut dire le refinancement. Non, le gouvernement camerounais n'est pas capable de payer les 750 millions de dollars de eurobonds. Donc, sous la demande des États-Unis, le Fonds monétaire va refinancer l'eurobond. Ça veut dire va racheter cet eurobond, va le restructurer et va payer les créanciers pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle financial distress. Ça veut dire que les expectations, ça veut dire on se dit est-ce qu'on va payer, est-ce qu'on va pas payer, comment se poser les questions. Donc ils sortent de l'affaire et le FMI maintenant va garder ça maintenant, va restructurer, va proposer un nouveau planning maintenant de paiement au Cameroun avec un taux qui vont négocier. Donc vous comprenez que pendant que la Côte d'Ivoire et le Sénégal payent leur eurobond en plus, le gouvernement camerounais n'est pas capable de payer son eurobond et n'est pas capable de payer la Chine.
Le document est sur mon mur. Vous pouvez le consulter, il est sur mon mur. Donc voilà la Chine ici. Voilà le peu que nous avons pris sur les marchés financiers. Là, la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'elle a pris, la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le Sénégal a pris. Les deux pays la payent. Le Cameroun n'est pas capable de payer ici. Et dans la proportion qui est la plus grande ici, il n'est pas capable de payer, il ne paye que les intérêts. Alors que regardez les Chinois ici, là, c'est pratiquement rien au Sénégal. Donc, c'est pas bon. On n'est pas dans le bon, là. Je n'accuse personne, je démontre. Voilà, je démontre. Je sais qu'après moi, il y a des gens qui vont passer sur les plateaux, commencer à raconter beaucoup de bêtises. Je démontre. Donc, il faut faire la restructuration. Il faut faire la restructuration. Et cette restructuration-là, c'est une opération compliquée. Je vais parler dans les détails ici parce que ce serait long. Ce n'est même pas non plus l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Je vais lire les réactions et après, je vais revenir pour dire comment nous, on a travaillé avec le président Maurice Kamto, les propositions que nous lui avons faites pour qu'au niveau du Cameroun, qu'il y ait une meilleure gestion de l'instrument de la dette. Parce que vraiment, je vous dis, la gestion de la dette sous Paul Biya, c'est un désastre. Je le dis parce que j'ai commencé à démontrer un peu, mais si j'avais un dashboard devant moi, un tableau, je peux démontrer beaucoup. La gestion de la dette sous Paul Biya, c'est un désastre. Ça fait peur. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Donc, c'est pas bien. Il faut changer ça. Je prends les réactions. Flaction private, bonjour. Bonjour, Fidèle Tunkwa, bonjour. Bonjour, cher frère. Justiciero, bonjour. Africa Trader, bonjour. Fredingachu, bonjour. Takumben, bonjour. Paulin, bonjour. Franck Diaga. Bonjour, Franck Diaga. Bonjour, Boris. Bonjour, positif, positif. Le Gabon, malheureusement, n'est pas là. Positif, positif demande la question. Le Gabon n'est pas là. Il faudrait que j'aille fouiller dans les données de la Banque mondiale pour trouver le Gabon. Le Gabon n'est pas là, malheureusement. Donc, le Gabon n'est pas là. Je n'ai pas trouvé le Gabon là. Dans l'information. Un jeune Afrique a prélevé un échantillon. Je pense que, et on comprend bien pourquoi elle a prélevé l'échantillon. Hein, je n'ai même pas voulu parler du Bénin, par exemple. Le Bénin, lui, s'endette essentiellement chez les bailleurs de fonds. Hein, bon, sûrement parce que Bio Tchania a des bonnes connaissances sur les bailleurs de fonds. Le Bénin s'endette auprès des bailleurs de fonds. Voilà. Vous avez aussi les États comme la Guinée. Et vous voyez bien, hein, la Guinée, Alpha Condé, il est arrivé, il a fait certaines bêtises. Vous voyez bien, la Chine, là, c'est là en rouge. Alpha Condé, lui, n'est carrément pas parti sur les marchés financiers parce qu'il n'est pas crédible. Voilà. C'est-à-dire, quand il chante derrière la Constitution, etc., les marchés financiers, ça se ferme. Et où voir les usuriers? Ça ne peut pas marcher. Tita Berlinois dit Pougala est un vrai charlatan, vendeur de rêves aux rêveurs. Ouais. La preuve, le revendage qu'il a lancé, on attend toujours de voir la première usine construite par les personnes qui ont payé pour aller faire le revendage chez Pougala. Et Pougala ne peut marcher qu'avec des charlots comme les gens de Dieu Momo, des bandits comme ça. Freddy dit ils achètent les armes et les munitions et se remplissent les poches. Probablement, probablement. Je n'ai pas le détail je n'ai pas le détail des dépenses d'importation vers la Chine, mais je n'ai pas le détail. Mais si on a le détail, on va sûrement voir beaucoup de choses là-dedans. Simon Banga, ne comparez pas les métropoles françaises et le Cameroun. Quand est-ce que ne comparez pas les métropoles françaises et le Cameroun? C'est quoi les métropoles françaises? Simon Banga dit, dis-moi le plus riche du Sénégal, si ce ne sont les présidents. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'endettement, Simon Banga? Tu es hors sujet là. Donc tu appelles la Côte d'Ivoire métropole française. Et c'est ça l'arrogance camerounaise. Là, ça me permet de dire quelque chose. Mais la Côte d'Ivoire est plus indépendante que le Cameroun et le Sénégal sont plus indépendants. Regardez. Ils se lèvent l'argent sur les... Regardez la proportion, regardez. La France est en bleu là. La France n'a même presque rien donné à la Côte d'Ivoire. Au Sénégal. Voici le Sénégal là. Hein. Je tiens bien mon téléphone là pour que les gens voient bien. Voici le Sénégal ici. À la fin là. Voici la France ici en bleu. Regardez, voici le Cameroun, la France ici.
La Côte d'Ivoire, le Sénégal n'a presque pas emprunté à la France. Du tout, presque pas. Elle a conçu un aéroport. Elle a fait venir le gestionnaire de l'aéroport, c'est un Français, pour une simple raison. La majeure partie des touristes qui vont en France, au Sénégal, c'est des Français. Et la diaspora sénégalaise qui vient en vacances au Sénégal sont des Français, avec les enfants natifs qui sont en France. C'est stratégique, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une affaire de métropole. Elle a conçu une ville Diamniadio. Et là, c'est la diaspora sénégalaise qui vit aux États-Unis, qui a acheté énormément de biens là-bas. Qu'est-ce que ça a à voir? Je veux dire, cessons d'être un peu moins condescendants et puis soyons un peu humbles vis-à-vis des autres pays. Voilà. Traitez le Sénégal et la Côte d'Ivoire de métropole. Regardez, vous appelez la Côte d'Ivoire métropole. Regardez tout ce qu'ils ont levé sur les marchés financiers. Voilà le seul petit argent que la France leur a donné. La Chine ne leur a même presque pas donné d'argent. Ils n'ont pas pris leur argent. On disait, oh, à Ouattara, l'homme du FMI. Voilà, il n'a même presque pas pris d'argent au FMI. Voilà le petit argent qu'il a pris au FMI. Le Cameroun a pris 2 fois plus d'argent au FMI à la Banque mondiale que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a essentiellement levé l'argent sur les marchés financiers. Il me dit, excuse-moi Simon Banga, ici là c'est un live où on réfléchit, hein, c'est pas un live où on insulte les gens. Dis-moi si dis-moi le plus riche du Sénégal si ce ne sont les présidents. Ben, si tu as les preuves de ce que tu avances, tu nous fournis. Simon Banga, aller en Côte d'Ivoire au Sénégal, les Blancs ont tout en Côte d'Ivoire. Ben, parce que ce n'est pas ça l'objet du débat. Hein. Ça c'est un faux débat, donc je ne... Donc vous voulez mettre Kant au pouvoir de le Cameroun. Irène Kong, on ne doit rien au monde. C'est hier que la Banque mondiale a donné l'argent aux Camerounais. On ne doit rien au monde. C'est hier que la Banque mondiale a donné l'argent aux Camerounais. Je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Afrique Média, c'est le tambour des dictateurs. Ça, c'est vrai. Voilà. Irène Kong, mais pourquoi est-ce que tu dis regarde tes yeux quand... Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Je ne sais pas moi. Simon Banga dit, moi j'ai fait le Sénégal, tu peux louer une chambre à Dakar, monsieur. Ben justement, parce qu'il y avait la pression sur le foncier à Dakar, le Sénégal a construit une nouvelle ville à Diamniadio. Le Sénégal a conçu une nouvelle ville à Diamniadio. Le président sénégalais Macky Sall a toujours dit, ils ont conçu une nouvelle ville à Diamniadio. Dis-moi, est-ce que nous avons conçu une nouvelle ville au Cameroun? Depuis le temps d'Aïdjo, on avait Douala et Yaoundé. Et encore que, quand tu dis que tu appelles Douala et Yaoundé une ville, oh, Dieu du ciel. Il faut voir la saleté, les ordures, il n'y a pas de marché moderne, il n'y a pas de mall, il n'y a rien. L'éclairage urbain, dans des pays, dans des villes comme Abidjan, on fait le tour cycliste la nuit. Moi, dans ma tente de jeunesse, il y avait ce qu'on appelle le tour cycliste fermé à Douala, ça se courait la nuit. On sortait pour aller regarder la nuit, les cyclistes passaient là, entre Bepanda, ils arrivaient, ils tournaient à Bonfils, non, ils venaient de Ndokoti. Ils descendaient, ils passaient entre Bepanda, ils couraient, ils allaient jusqu'à l'école publique, ils remontaient, ils allaient à Aqua. C'était le tour cycliste en circuit fermé. Je crois qu'ils couraient 20 tours. On avait les Fecha Lucas, les Belus Yves, les Aïssi Alain, les Ngopa Simon, il y avait plein de cyclistes camerounais là. On appelait la petite reine. Les Ngopa Simon, Aïssi Alain, Fecha Lucas, Belus Yves, etc. Il y avait plein de gens là. Nkono, comment on appelait encore l'autre gars là qui venait de Yaoundé. C'était Nkono Joseph, je ne sais plus, j'ai oublié son nom. On courait la nuit. Au Cameroun, on n'a plus ça. Alors tu appelles ça ville, mon ami. Il faut avoir le courage. Voilà. Tita Belenois dit, il a expliqué tout ça. Regardez, il ouvre tes oreilles. Il a dit que le Sénégal a des... Ouais, je l'ai dit, le Sénégal, voilà. Non, arrête tes conneries, arrête tes histoires. Voilà. Mbazente, le nam dit, je viens de faire un post pour te remercier. Merci, Mbaze. Tita Berlino à Pougala est un charlatan. Ouais, c'en est un, ouais.
il ne vous dit pas que le Sénégal dépend des banques islamiques, dont les Arabes sont en train de les imposer les mosquées islamiques. C'est faux. Ça, c'est la propagande. Donc, voilà. Liberty Farid dit, non, non, il ne faut pas t'occuper de lui. Voilà. Ouais, bonjour, pas comme dit, bonjour. Voilà. Ouais. Ne vous insultez pas, s'il vous plaît. On est ici là pour vous faire des choses sérieuses. Et Jeanne Gondi, tu réponds à qui? Le Sénégal s'endette sur les marchés. Voilà. Voilà. Le Sénégal s'endette sur les marchés. Pendant que le Cameroun, lui, s'endette. Non, il ne faut pas le bloquer, Jeanne Gondi. Le Sénégal s'endette sur les marchés. Si Paul Biya avait été président au Cameroun au même moment qu'au Fouet, c'est que le Cameroun appartient à la France, la Chine et l'Arabie Saoudite, dit Eugène. Voilà. Quel est le rôle des... Oh putain, c'est quoi cette histoire? Il me fout le live. Quel est le rôle des banques françaises au Cameroun? Moi, j'en sais rien. Maître Yondoa dit que c'est autre chose. Le problème du Sénégal, c'est qu'ils ont eu le même jacobinisme que nous, qui a centralisé le développement à Dakar. Wade avait déjà avait déjà commencé la décentralisation. Exact. Les Sénégalais sont en train de sortir petit à petit. Wade avait commencé la décentralisation, c'est vrai. Et les premiers résultats, c'est qu'ils ont conçu une ville nouvelle. Et là, ils vont construire une deuxième ville. Et après la deuxième ville, vous allez voir comment ils vont avancer, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, exact, exact. Exact, Fidel Chinkwa. C'est pour ça que je ne lis plus ces commentaires-là. Freddy Ngatou dit probablement il n'était pas au début du live, il aurait mieux compris et cerné les choses, ouais. Voilà, Fidel Chinkwa dit qu'on a distribué les pains économiques. Ce n'est pas les pains spirituels. Donc, je viens maintenant, je chute sur le direct pour dire comment le président Kanto souhaitait alléger l'endettement. Première chose, et ça, pour le voir, vous allez pour ceux qui peuvent le voir, parce que ici, là, j'ai regardé l'aspect, quand on dit la Côte d'Ivoire ici, là, quand on met par exemple les Chinois, les Français ici, là, les Ivoiriens, par exemple, quand vous voyez la France en paraît peu ici, là, la France a injecté presque autant d'argent en Côte d'Ivoire que la Chine en a injecté au Cameroun. Simplement, Ouattara a compris, pour que l'endettement n'arrive pas ici, il a multiplié ce que le président Kanto disait pendant la campagne. C'est un moyen d'attirer les investissements étrangers, mais sans endetter le pays. Il a multiplié ce qu'on appelle les BOT, Build Operate Transfer, et les PPE, Partenariat public-privé. Les Build Operate Transfer, c'est ce que par le président Kanto disait. Qu'est-ce qui a coûté au Cameroun de dire, voilà, on va faire l'Aselo Douala-Yaoundé, on va faire l'autoroute Douala-Yaoundé en but d'opérer transfert. On amène un investisseur chinois, par exemple, il n'y a pas de problème. L'investisseur chinois construit la route en but d'opérer transfert, boucle la route, exploite la route pendant 20 ans et remet au gouvernement camerounais. Simplement qu'il y a des gens qui sont des fonctionnaires qui se sont dit, bon, voilà, si on fait ça comme ça, nous, on n'aura pas assez d'argent à mettre là-dedans, on n'aura pas assez on va pas manger, par exemple, dans l'indemnisation, ce n'est plus le préfet qui va faire l'indemnisation des riverains, ce sera la société qui va construire la route, etc., etc., etc. Donc, on préfère aller s'endetter parce que l'argent va arriver au trésor public et on connaît la destination que ça prend. Donc, première chose, le président Kanto avait dit, comme je vous l'ai dit là, parce que quand vous voyez, la France a investi 3 fois ce qui est sur le tableau là.
Simplement qu'il n'y a qu'un tiers qui apparaît parce que les 2 tiers ont été investis en PPP, partenariat public-privé, en BOT. Ça veut dire que les entreprises françaises comme Bouygues ont construit le pont à péage avec des échangeurs et vous empruntez le pont à péage, vous payez par exemple 1000 francs, vous traversez, mais c'est bien, c'est vaste, il y a toutes les conditions de sécurité, vous prenez un échangeur, vous mettez 3 fois moins de temps. Et ça a un coût, mais ça favorise la mobilité. Donc les gens peuvent traverser avec des taxis, etc., 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 etc. Non, la France, les entreprises françaises ont conçu ça. Ça permet que le flux de capitaux qui arrive n'est pas comptabilisé comme l'endettement. Le flux de capitaux qui arrive est comptabilisé plutôt comme, non pas l'endettement, mais est comptabilisé plutôt comme un investissement direct étranger. Première chose. Donc, le président Maurice Kamto avait dit, bon, nous on va faire de PPP. On va faire du partenariat public-privé. Qui, à ce niveau-là, veut dire, par exemple, OK, nous allons faire des usines pour distribuer de l'eau ou bien une centrale hydroélectrique. La centrale hydroélectrique, bon, on va structurer le capital. Le Cameroun aura un tiers du capital. Si, par exemple, le projet coûte 100 milliards, on va créer une société de production d'électricité. La société de production d'électricité va avoir 15 milliards en equity, ça veut dire en action, et 85 milliards en dette. Et les 15 milliards en equity, le gouvernement camerounais peut mettre 5 milliards, le partenaire chinois met 10 milliards, et la dette maintenant, les Camerounais peuvent souscrire, peuvent souscrire 25 milliards, les Chinois apportent 60 milliards. Voilà le projet bouclé. Voilà comment on monte un peu un PPP. J'explique ça simplement. Après, on fait ce qu'on appelle un term sheet. Et une fois qu'on a fait le term sheet, maintenant, les 100 milliards sont à terre, on peut construire le projet, on peut construire l'usine. Généralement, le projet doit coûter à peu près 90 milliards, on prévoit 10 milliards de plus. S'il y a du surplus, on commence à repayer la dette avec ça. Et donc, dans ce cas-là, la totalité de cet investissement de 100 milliards, ce n'est plus la dette. L'un des facteurs qui permet de voir que Paul Biya n'a pas mis en place une bonne gouvernance dans notre pays, c'est que Paul Biya n'a pratiquement pas utilisé de BOT ou de PPP pour construire les infrastructures au Cameroun, alors qu'on l'utilise dans tous les pays, aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé avec le président Maurice Kamto. Je suis même, parce que lui, c'est un juriste, je suis même celui qui allait fouiller la législation américaine de ce qu'on appelle MNM Domain. N et M, N et M, domain. On dit ici MNM Domain. MNM Domain, c'est une loi aux États-Unis qui dit que voilà, si on va construire une infrastructure qui traverse dans un village, ça traverse un stade de football, ça prend tout le stade de football. Il n'y a pas besoin d'exproprier les gens, etc. L'État leur donne un titre de propriété et l'État, au lieu de débourser des sommes pharaoniques d'argent, leur dit voilà, vous allons vous payer une rente pendant 50 ans. À la suite des 50 ans, votre bien devient pour nous. On calcule le montant, la rente et on le paye. Au lieu de leur donner, par exemple, une indemnisation de 20 millions, on peut leur donner une rente de 100 millions, mais on étale ça sur 20 ans. Donc, tous les ans, ils recevront 10 millions de francs. Voilà, etc., 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 etc. Ça permet d'alléger le coût, ça permet de mieux rémunérer les personnes et ça permet de démarrer le projet. Donc, il y a énormément de choses. Je veux dire, le Cameroun est très loin derrière et demande à être modernisé. Quand vous travaillez dans un environnement professionnel à un certain niveau, comme c'est le cas ici aux États-Unis, vous voyez tellement beaucoup de choses et vous êtes parfois sidéré de ce qui se passe dans notre pays, quoi. Donc, ce n'est pas être méchant que d'en parler. Voilà. Donc, avec le président Kamto, on avait prévu de faire le BOT, but d'opérer transfert, de faire le PPP, partenariat public-privé. Ensuite, il faut changer l'ingénierie financière dans notre pays. Mais là, le gouvernement de Paul Biya ne peut pas faire ça. Parce qu'il va falloir qu'il coupe les têtes de tous les gens qui sont en personnalité d'accompagnement, qui travaillent bref, qui travaillent dans tous les régies financières, tant là où ça entre que là où on gère et là où ça sort. Non. Et puis les connexions qu'ils ont avec différents établissements bancaires. Il faut vraiment un leader neuf qui est patriote, comme Maurice Kamto, pour pouvoir faire le ménage. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que il faut une différente ingénierie financière pour gérer le trésor public. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ces pays encore où pour payer un prestataire, on enlève du cash en argent comme ça? Nous savons tous que un chèque, c'est un instrument de paiement à vue. Une lettre de crédit, un effet de commerce, c'est un instrument de paiement à vue.
l'État du Cameroun doit commencer à utiliser les instruments de paiement à vue. Aux États-Unis, quand vous venez, si on vous donne un marché d'1 milliard de dollars, par exemple, on ne vous paie pas 1 milliard. Vous imaginez, en Amérique, on compte 1 milliard dans le Samba Job. On vous donne, comme on compte au Cameroun. Non! On vous paie avec une note. C'est la création monétaire. On vous paie avec une note. Ça veut dire que ça permet à l'État d'utiliser la création monétaire. On vous paie avec une note qui est un instrument de paiement à vue. On vous paie avec une note sur 6 mois, on vous paie avec une note sur 1 an, on vous paie avec une note sur 1 an et demi, 2 ans. Vous escomptez la note auprès d'une banque parce que la qualité de signature de l'État est bonne et vous êtes payé rapidement et vous commencez à travailler. Ça fait que le flux d'endettement à long terme devient faible. Le flux de la dette extérieure devient faible et comme c'est tradable, cette note-là, la banque peut l'escompter à une banque voisine sur le marché interbancaire, récupérer la liquidité, tourner, s'il y a des gens qui ont de l'épargne, etc., à travers les fonds d'investissement. C'est comme ça que ça marche ici. C'est pour ça que ici, là, quand l'État n'émet pas de la dette, on le pousse à émettre massivement de la dette. Parce que c'est bon pour l'économie, ça fait tourner l'économie. Ça crée de la valeur, ça crée de la valeur ajoutée, ça construit les infrastructures, ça crée la demande, mais en même temps, ça permet de faire tourner, fonctionner la création monétaire. Mais comme l'État du Cameroun veut tout en cash, je dis souvent aux gens, quand vous allez à la banque, dire à un banquier, ah, je vais te donner un conteneur de 60 millions au port, je veux l'argent en cash. Il sera moins prêt à vous financer que si vous lui dites, je veux un chèque certifié. Parce que le chèque certifié, ça ne repose sur rien, il fait de la création monétaire. Mais quand vous lui dites, je veux le cash là, c'est sa trésorerie. Et il ne va pas vous donner sa trésorerie. Donc, il faudrait que nous changions l'ingénierie financière. Deuxièmement, le Cameroun doit aller sur les marchés financiers. Il doit avoir des prêts, comme aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les T-bills. Ça veut dire que c'est des prêts à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, on prête avec des T-bills. Ça veut dire que quand l'État a des problèmes ponctuels, il peut prêter à 3 mois en attendant que ceci rentre. Or, l'État, on appelle le directeur de la douane. La douane, par exemple, Cameroun doit avoir un service d'études. Quand on dit un service d'études, ça veut dire qu'il dit, bon, voilà, combien de conteneurs sont rentrés au port de Douala? Il y a 3000 conteneurs. Bon, les conditions telles que ces gens-là peuvent sortir les conteneurs. Quel est par ordre de priorité ceux qui peuvent sortir les conteneurs très rapidement? Par exemple, brasserie, UCB, etc., EPE, Biopharma, etc. Quels sont ceux qui peuvent, le client divers, etc. Donc, on fait des projections, on dit, monsieur le ministre des Finances, nous avons à peu près pour 100 milliards de BDP au port. Ça va liquider 60 milliards de droits de douane. Et les 60 milliards de droits de douane, nous sommes sûrs que dans un délai de 3 mois, nous recevons 40 milliards de francs. Le ministre lance un emprunt de T-bill. C'est des prêts à très court terme. Il dit, bon, en attendant que cette trésorerie rentre, l'État a besoin de faire telle chose, j'anticipe, on paye ça avant, 3 mois avant, on paye avant que l'argent rentre. Et quand l'argent rentre, on paye les T-bills, la rémunération de ces petits comme ça. Ça permet aux banques de faire des placements à très court terme. L'État doit commencer à utiliser les notes, les effets communs, les notes pour payer les gens. L'État vous donne une note un effet de commerce. L'État doit pouvoir lever l'argent avec les notes autant pour moi. Et l'État doit pouvoir payer les gens avec les effets de commerce. L'État doit pouvoir émettre un chèque, je ne sais pas moi. Moi, tout le temps, les impôts américains, ici, là, un coup, ils me disent, vous avez payé moins, payé plus. Un coup après, ah non, on a calculé plus, vous avez payé plus, on vous renvoie un chèque. C'est tout le temps que moi, soit moi je les envoie le chèque, soit eux m'envoient un chèque. J'en ai tout le temps là. Je n'en ai pas aujourd'hui là. Je vous aurais montré ce que c'est qu'un chèque. Le dernier, je l'ai touché hier. Même d'ailleurs, je vous aurais montré. Ici, on vous paye avec un chèque. On dit, bon, vous avez 1 an pour l'encaisser, passer le temps, il est void. Donc, dès qu'il arrive, vous le donnez. C'est un chèque de la trésorerie. La trésorerie, ici, envoie des chèques aux gens. C'est la création monétaire, c'est les instruments de paiement en vue. Et puis l'État doit s'endetter sur les marchés financiers. Regardez les Sénégalais. Voilà vraiment un pays qui me plaît. Dans l'espace francophone, le pays vraiment ici qui est bien géré, c'est le Sénégal. Hein? C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Regardez le Sénégal. Oh shit. Regardez le Sénégal. Regardez là. Regardez comment ils sont. Hein? Regardez là. Pendant ça, regardez le Cameroun ici. Ils s'endettent très peu sur les marchés financiers. On prend des prêts chinois, on dit ouais, sans contrainte, la Chine n'est pas trop regardante. Ce n'est pas vrai. Un pays sérieux s'endette sur les marchés financiers.
La Chine même ne s'endette pas comme ça, comme vous le voyez sur le diagramme là. Elle-même ne s'endette pas comme ça. Elle-même s'endette comme ça en or là, sur les marchés financiers. Ce n'est même pas un hasard si le jeune Afrique a choisi l'or là et a mis le rouge là. Rouge là, ça veut dire que vraiment rouge. Hein, le sang à l'œil. Voilà, rouge là. Le pays qui est le plus endetté, c'est le Cameroun. Le pays qui est le plus endetté de cette manière, c'est le Cameroun. Donc nous devons changer ça. Ensuite, il faut mettre en place une économie de production. Parce que quand on s'endette pour lancer la production, forcément, il y a un retour sur investissement derrière. Or, la difficulté que notre pays a, c'est qu'en ce moment, il s'endette beaucoup pour financer la rente et pour financer les marchés publics. Donc, il n'y a pas une vraie croissance. Regardez au temps d'Aïdjo. On avait créé la Société nationale d'investissement qui était un fonds souverain. Et la Société nationale d'investissement levait des fonds. Lisez le livre de John Paul Mark Edgar, État, entreprise publique, faillite d'un système. La Société nationale d'investissement levait des fonds auprès des partenaires saoudiens, Banque mondiale, etc. Mais levait des fonds pour pouvoir construire des unités industrielles et favoriser la production. Le gouvernement camerounais doit lever des fonds pour créer un fonds souverain. On aurait lancé un eurobond de 423 milliards et pour créer un fonds souverain dans lequel il y avait d'autres partenaires. Nous, on amenait pour nous 423 milliards en actions, en obligations. On amenait d'autres partenaires. Le fonds souverain, maintenant, on le créait. Peut-être le fonds souverain avait 600 milliards. Peut-être 450 milliards. Peut-être 450 milliards pour l'État du Cameroun. 150 milliards pour les hommes d'affaires camerounais. Ça fait 600 milliards. 400 milliards pour les pays étrangers. Le fonds souverain, ça faisait 1000 milliards. Et les 1000 milliards, là, maintenant, on utilisait ça pour commencer à créer des unités industrielles. L'État dit, bon, voilà, vous avez un projet. Moi, je prends des participations de 35%. J'amène la liquidité. Après, quand ça marche bien, je vends mes parts, je me retire. Ça aurait permis à l'État de créer presque 4 000 milliards, 5 000 milliards d'entreprises industrielles. Si c'est des unités à 50 milliards, ce serait 100 unités industrielles qui pourraient donner le travail à 50, 60 000 Camerounais et de très bons emplois. Voilà. J'ai aussi dit, il faut mettre en place une économie solidaire. Voilà. Je m'arrête ici, là. Je prends encore quelques réactions et puis j'arrête le direct. Il a été long. Et quand on est dans le sens de la provocation, hein. Oh, c'est parti fort là. Ouais, Joren Jomo dit la formation de Pougala c'est 4 millions, vraiment. Et pour quel résultat? Et Jean Gondi dit le Sénégal s'endette sur les marchés. Ouais, le Sénégal s'endette vraiment sur les marchés. Je ne sais pas pourquoi le Simon Banga persiste. Le Sénégal s'endette sur les marchés. Il ne comprend rien du tout. Ici, ouais, bon, j'ai déjà lu ça. Sénégal s'endette sur les marchés. Fidèle Tchingwa, j'ai lu ton commentaire. Bon, voilà, et j'ai encore dit, pardon, laissez-nous les pains spirituels constipants là. Oh. On a dit, ouais. Bon, Eric Ton le dit, pourquoi nous fatiguer si vous avez plus d'informations? Faites un direct. Ouais, il devrait. Hein. J'ai dit que je ne le bloque pas. Mais au Cameroun, il n'y a que les villages, ouais. Le Maroc et les pays arabes sont en train de mettre le paquet. Wow. Bon, Joran Ndjomo dit que le prix du cacao quitte de 1200 à 350 francs au Cameroun. Hélas. J'ai déjà fait un live sur le cacao, je ne vais pas revenir dessus. Et Jean Gondi dit, je sais ce qu'on appelle émettre les obligations. Voilà, lui ne sait pas. Je pense qu'il est complètement perdu. Maintenant, il dit, Maurice Kamto n'est pas encore arrivé à étudier. C'est pas grave, il arrivera. Oula. Bon. Si vous comparez le Sénégal au Cameroun, là où 10% de la population à peine parle le français, voyager
Oh. Bon, là, si tu insultes sur mon mur, je vais te bloquer. Bon, on a quelque chose d'intéressant là. Amazonia Treasury. Ok, Amazonia Treasury. Je ne vais pas lire ton message ici, mais je ne l'efface pas non plus. Bon, et Kobe Lebe dit, qui va nous sortir du trou alors? Moi, je pense que c'est Maurice Kamto. Pourtant, les Camerounais partent faire des études là-bas. Bon nombre de Sénégalais viennent fréquenter. Donne le nombre de Sénégalais qui viennent fréquenter au Cameroun. Hélas, moi, il a vécu 10 ans au Sénégal. Bon, ben, voilà. Freddy Ngacho dit, on se base sur les indicateurs. Ouais, on se base sur les données de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Et non pas son bavardage. Ménélique dit, peut-on investir dans un pays en guerre ayant une économie en ruine? Monsieur, si c'est à moi que tu parles, je dis non. Donc, je ne dis pas plus que ça. Non, j'ai dit que je dis non. Voilà. Bon, vraiment, je pense que chaque fois qu'on parle de Maurice Kamto, ça met toujours l'électricité dans les... Vraiment, pas Kamto, qu'est-ce que toi tu as vraiment avec les gens à peine on parle de Maurice Kamto dans quelque chose, on dit un peu, là, j'ai parlé bien, mais dès que j'ai dit, voilà, les propositions de Maurice Kamto pour réduire l'endettement au Cameroun et un peu mieux structurer les choses, ça devient Kamto. Laissez un peu Maurice Kamto tranquille, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne soirée. Et on se reparle, on se revoit peut-être dimanche. Dimanche, je ferai une présentation dans la matinée pour parler de la sortie de Maître Yondo. Parce que du coup, comme on a fait des trucs aujourd'hui, je n'aurai pas le temps demain. Mais on pourra faire ça dimanche. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous, tous ceux qui ont suivi la présentation, tous ceux qui l'ont partagé. Je souhaite à tous et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Bye.